Moi j'investis dans les cryptos depuis début 2016. Je commence avec 400 €, j'achète 69 Ethereum, ça monte à 142 000, mais je vends rien parce que je pense que je suis un génie. Le marché s'effondre, je perds tout, je redescends à 10 000. Et dans la descente, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, que j'ai pas compris. Est-ce que tout le monde est bien conscient de ce qu'est l'inflation? À droite, c'est ce que vous pouvez acheter avec 1 $. Donc dans les années 10, on pouvait acheter 30 barres de chocolat. Dans les années 40, on pouvait acheter 20 bouteilles de coca. Et aujourd'hui, on peut à peine se payer un café à McDo. Du coup, vous l'avez compris, si vous n'avez pas un actif qui performe bien plus que l'inflation, vous perdez du pouvoir d'achat. Et en l'occurrence, ce qui a le mieux performé jusqu'ici, vous vous en doutez, c'est les cryptos et notamment Bitcoin. Sommet de cycle, il me dit ça y est, on est reparti à la hausse, je mets un trade de levier x5. Je dis fais jamais ça, je mets jamais de levier, achète en spot, mais attention maintenant c'est risqué. Il a quand même été, il a perdu de l'argent. Vous allez voir que quand vous êtes vous à contre-courant, des fois c'est dur de tenir vos convictions parce qu'il y a tout votre entourage qui vous pollue avec leurs idées à eux. Et là il faut être fort et se dire non, je sais comment ça fonctionne ce cycle, je sais où ça va. Et là c'est la zone d'accumulation où je rentre. Vous voyez la secousse psychologique là, à court terme? Est-ce qu'on la voit là? Ok, donc il y a des choses à partager. Alors on va faire large, donc j'imagine que tout le monde me connaît, Quentin Chapeau, 33 ans. Moi j'investis dans les cryptos depuis début 2016, donc ça fait bientôt 9 ans. Et en l'occurrence, je me suis planté sur mon premier cycle crypto-monnaie parce que comme tout le monde qui démarre, je ne comprenais rien. Donc je commence avec 400 €, j'achète 69 Ethereum, puis je rajoute un petit peu jusqu'à arriver à 3 000 $. Ça monte à 142 000, mais je ne vends rien parce que je pense que je suis un génie. Le marché s'effondre, je perds tout, je redescends à 10 000. Et dans la descente, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas, que je n'ai pas compris. Et en fait, je m'informe avec ce qu'il y a sur YouTube à l'époque, c'est-à-dire quasiment rien. Et je comprends que c'est des cycles financiers. Et donc, grâce à ça, j'ai pu comprendre qu'il fallait que j'épargne autant que possible pour investir dans le bas de cycle suivant. C'est pour ça que j'ai remis beaucoup d'argent en 2018, 54 000 $ tout en bas, ce qui m'a fait un gros capital en 2021. Et sur le chemin, j'ai beaucoup appris. Et encore depuis 2 ans avec Réussir en crypto, c'est pour ça qu'on a découlé en fait ce format Réussir en crypto. Et aujourd'hui, on a plus de 2500 personnes qu'on accompagne pour réussir ce cycle et les suivants. Alors, au programme aujourd'hui, on va revoir dans les grandes lignes pourquoi investir en crypto, quelques points primordiaux avant d'investir en crypto. On va parler des stratégies de portfolio, donc les 3 que je donne en exemple aujourd'hui dans Réussir en crypto qui ressemblent à ce que je fais à titre perso. On va revoir dans les grandes lignes, mais surtout avec plein d'indicateurs spécifiques, comment surfer un cycle en crypto-monnaie, comment choisir les bons altcoins, comment recycler ses plus-values, et puis après on fera tout ce qui est questions-réponses et on fera des tables rondes si nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on démarre? Ok, donc on va démarrer direct. On en a pour 1h30, ça va être dense, donc restez bien attentifs. Alors pourquoi investir en crypto? Est-ce que tout le monde est bien conscient de ce qu'est l'inflation? Est-ce que ça vous parle? Vous savez que l'inflation, c'est la dévaluation de votre monnaie. Donc en gros, actuellement, pour faire simple, aujourd'hui, la plupart des monnaies du monde sont backées par de l'US dollar parce que c'est la monnaie de réserve mondiale. Et l'US dollar se dévalue à une vitesse folle. On est en moyenne à 8% par an d'inflation depuis la crise des subprimes. Et à gauche, vous avez la courbe en fait, d'impression du dollar depuis les années 60. Donc on voit qu'on a multiplié par, je crois que c'est à peu près 25 la quantité en circulation, ce qui veut dire que votre pouvoir d'achat a diminué d'autant. À droite, c'est ce que vous pouvez acheter avec 1 $. Donc dans les années 10, on pouvait acheter 30 barres de chocolat. Dans les années 40, on pouvait acheter 20 bouteilles de coca. Et aujourd'hui, on peut à peine se payer un café à McDo. Donc c'est pour vous montrer en fait que les monnaies fiduciaires, elles perdent de plus en plus de valeur. Et en fait, si on n'a pas notre argent ailleurs dans les monnaies fiat, et tous les ans, on perd du pouvoir d'achat. Et toute personne qui est entre guillemets salariée est dans une course contre la montre, contre l'inflation. Et on voit bien que si on n'investit pas aujourd'hui, on se fait bouffer. Donc, ça, c'est l'inflation moyenne depuis les subprimes, grosso modo. Bon, il y a eu des phases avec beaucoup plus d'inflation avec la crise du Covid. Mais en moyenne, on est à 8% par an. Donc, si votre argent n'est pas dans quelque chose qui performe mieux, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Là, c'est la vitesse à laquelle on pourrait continuer de dévaluer le dollar dans l'année qui vient, enfin les années qui viennent. Donc, en bleu, c'est le calendrier de paiement des intérêts de la dette américaine. On voit que ça part de façon exponentielle dans l'année qui arrive. Et en blanc, c'est les liquidités de la Fed. Donc, autrement dit, l'argent mis en circulation. Donc ce qu'on comprend, c'est que les deux se suivent et que dans l'année qui vient, les USA vont être étranglés par les intérêts de leur dette. Déjà qu'ils dépensent 33% des impôts collectés pour payer ces intérêts maintenant, ça va être exponentiel et donc on va être obligé d'imprimer du dollar, de le dévaluer encore plus pour pouvoir rembourser ces intérêts et la dette. Et du coup, les marchés financiers vont être amenés à pousser avec, dont les crypto-monnaies. En plus, fin d'année, il y a les élections américaines. Généralement, dans l'année qui suit les élections, on voit des marchés financiers qui poussent et les cryptos, c'est là qu'elles performent le mieux généralement. Oui. Est-ce qu'on a déjà connu précédemment, avant, une montée aussi importante Sur les intérêts du paiement de la dette? prévu, Non.
Alors, C'est celle que tu vois à droite, là. tu vois là, on est quasiment au début de Bitcoin, 2012, enfin à quelques années près. C'était assez plat. Ouais. Bon, on a eu, si tu veux, c'était s'aligner parce que les USA ont beaucoup emprunté pour tous les stimulus checks du Covid. Ouais. Mais du coup, maintenant, on en paye les conséquences. Donc, dans les années qui viennent, ça risque de saigner pour l'épargne. Et donc ça, c'est inédit, en fait. C'est pas quelque chose sur la courbe qui est pas encore, qui n'existe pas encore. C'est- La prévision, ça n'a jamais existé. En fait, non, en bleu, tu vois, c'est le calendrier de paiement des intérêts de la dette. Et ce qu'on voit, c'est que les liquidités de la Fed les suivent. Ce que ça veut dire, c'est que pour financer cette dette, on doit imprimer de l'argent. Ouais, je pense que j'ai mal posé ma question, en fait. Est-ce que cette une hausse telle que celle qui serait... On l'a pas encore vu, ça, non. On l'a jamais vu avant. Non. Donc, Non, non. Malgré le fait qu'on ait déjà imprimé énormément, tu vois, à gauche. je me demandais en fait si Alors, du coup, vous l'avez compris, si vous n'avez pas un actif qui performe bien plus que l'inflation, vous perdez le pouvoir d'achat. Et en l'occurrence, ce qui a le mieux performé jusqu'ici, vous vous en doutez, c'est les cryptos et notamment Bitcoin. Donc vous avez la performance annuelle depuis 2011 sur Bitcoin, Ethereum, Solana, le Nasdaq et l'or. Et on voit en vert que Bitcoin a largement surperformé le reste, puis Ethereum, parce que c'était un actif nouveau, puis Solana. Et à droite, vous avez la moyenne annuelle. Donc encore en l'état actuel, c'est vraiment les crypto-monnaies qui surperforment de très très loin la performance moyenne des marchés financiers, de l'or, etc. Et en général, quand vous superposez, enfin quand une technologie sort et qu'elle est nouvelle, il y a une courbe dans le prix qui vient être toujours à peu près la même sur le premier cycle. C'est l'adoption qui fait ça. Donc forcément, quand vous superposez la première année de Bitcoin, Ethereum et Solana, vous avez le même graphique. Ce qui veut dire que par exemple maintenant, si vous superposez le prix de Solana sur le deuxième cycle d'Ethereum, vous allez probablement avoir quelque chose de similaire sur le cycle en cours. Donc une belle poussée à venir encore. Alors, pourquoi est-ce que finalement on a cette classe d'actifs qui performe mieux que le reste? Déjà, on a Bitcoin qui lead le marché, et Bitcoin c'est aujourd'hui la meilleure réserve de valeur au monde. Donc pour faire une petite piqûre de rappel, ce qui fait que Bitcoin est une bonne réserve de valeur, c'est que premièrement, elle est reconnue mondialement, facile à transporter contrairement à l'or, beaucoup plus liquide, facile à diviser. L'or c'est compliqué d'en fondre un petit morceau et puis de l'envoyer à quelqu'un pour payer. On peut passer les frontières avec des milliards de dollars sur un ledger, personne ne le voit. Ensuite, c'est beaucoup plus durable, c'est-à-dire qu'il est quasiment impossible, il est impossible de détruire du Bitcoin et c'est beaucoup moins cher à sécuriser. De l'or, ça demande d'avoir des hommes armés devant une banque pour sécuriser un coffre plein d'or. Du BTC, vous avez un ledger avec une phrase de sécurité et c'est bon, tout est réglé. C'est insaisissable, c'est-à-dire que si vous l'avez sur un ledger et seulement à cette condition, on ne peut pas venir vous le prendre. Si vous l'avez sur un exchange, attention, aujourd'hui vous êtes à risque. Vous avez vos crypto-monnaies sur un exchange comme Binance ou Kraken, c'est comme des banques. Donc demain, si l'exchange décide de bloquer vos crypto-monnaies pour une raison X ou Y, vous êtes coincé. La chose que Bitcoin ne fait pas, et heureusement, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que la force de Bitcoin, c'est que c'est sur une technologie qui est transparente. On sait exactement qui possède quoi. Du coup, tous les narratifs de blanchiment d'argent, c'est du pipeau. Et ce que ça fait le mieux, surtout, c'est la notion de rareté. 21 millions de Bitcoin en circulation, il n'y en aura jamais plus. Alors du fait qu'on sait exactement combien il y en a et combien il y en aura, eh bien, la valeur augmente puisque, vu qu'on n'augmente pas l'offre en circulation, si la demande augmente face à ça, c'est la loi du marché qui fait que le prix monte. Face à l'or qui est extrêmement dilué aujourd'hui et on ne sait pas quelle quantité d'or il y a en circulation aujourd'hui puisqu'il y en a beaucoup qui a été vendu sous forme papier mais qui n'est pas baqué par de l'or dans les coffres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas mesurer ça, le prix de l'or est largement inférieur à ce qu'il devrait être. Et tout ça, c'est parce qu'on a une technologie. Donc, dans un marché tech, ce qui fait la valeur d'une technologie, c'est son adoption. Donc plus il y a l'utilisateur, plus ça a de la valeur. Et là, la valeur de la technologie, c'est qu'on amène de la transparence en enlevant une entité centrale. Et donc du coup, on crée de la confiance. Et ça, c'est permis par ce qu'on appelle la décentralisation. Au lieu d'avoir un acteur au centre qui vous dit si oui ou non la transaction elle passe, c'est un réseau d'ordinateurs qui vous dit dans tous les cas oui ça passe et qui vient la certifier. Ouais. On va dire un peu plus sur les 21 millions. Comment on arrive à qu'il y ait une limite comme ça, saturée, qu'on ne peut pas passer dessus? En fait, dans le code qui a été lancé initialement par le fondateur, donc il a émis cette règle qu'il n'y aurait jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Le protocole aujourd'hui qui est autonome et indépendant, on ne peut pas le modifier. Il faudrait que tu aies plus de 51% de la puissance du calcul total de tout le réseau pour avoir la chance de peut-être falsifier une transaction, tu vois, ou modifier une règle. Donc ça sécurise le réseau. L'inflation de Bitcoin dit qu'on est à 19,5 millions en circulation aujourd'hui et qu'il faudra à peu près 100 ans pour miner le million et demi restant. C'est le protocole qui a été fait comme ça. On a quelle garantie derrière de ce protocole? La garantie, c'est que personne ne le contrôle et que personne ne peut le modifier et que c'est le réseau d'ordinateurs en fait, qui va le sécuriser. Donc, entre guillemets, il faudrait que tu aies toute la puissance informatique du monde pour venir essayer de le falsifier. Désolé, ça fait perdre du temps, mais Vas-y. j'ai besoin à côté qui me dit je comprends rien,
Le minage? Ouais, voilà, parce que c'est en fait, on parle d'un truc qui paraîtrait que tu peux pas toucher pour Ouais. faire de l'or, quoi, tu vois, donc ça paraît, enfin, ça tombe du ciel, donc on se demande comment ça fonctionne. En fait, le protocole est construit de sorte à ce que pour valider des transactions, envoyer du Bitcoin à quelqu'un, tu as un algorithme compliqué à résoudre. Pour le résoudre, il faut un ordinateur super puissant qui vienne faire des tas de calculs à la seconde pour aller trouver la réponse à l'équation qui a été donnée. C'est ça le minage. Et une fois que la réponse a été trouvée, boum, ça mine ce qu'on appelle un bloc. Et pour te récompenser d'avoir validé cette transaction en résolvant l'équation difficile, le protocole crée un Bitcoin et te paye avec. C'est ça le minage. Okay, et après, il y a un algorithme très complexe qui vient réguler en fait la difficulté de ces équations. Plus on a d'ordinateurs sur le réseau, plus la difficulté est importante. Et du coup, moins tu as de chances d'avoir un Bitcoin parce que c'est toi qui vas résoudre l'équation, tu vois. Et en plus, le protocole en fait va bloquer le nombre de Bitcoins qui vont être émis à chaque bloc, donc toutes les 10 minutes. Ce qui fait qu'on vient réguler la quantité qui peut être émise, et c'est comme ça qu'on crée de la rareté aussi. Et qu'on ne va pas dépasser les 21 millions de Bitcoin in fine. Ça se revend un peu, Bitcoin, non? Pardon? Ça se vend, ça s'achète? Oui, bien sûr. Tu parles de création de... Il y a des mecs qui minent et après ils le mettent en circulation. Voilà, exactement. Les mecs qui minent, en fait, ils vont choisir, suivant le prix du marché, de le garder ou de le mettre tout de suite sur le marché. C'est comme ça qu'ils se payent. C'est comme une entreprise. Elle a des frais qui sont les machines de minage, donc les ordinateurs, et de payer l'électricité et un hangar, grosso modo. Et leur business économique, c'est se dire, je mine du Bitcoin, quand il est assez rentable, j'en vends, comme ça je fais une marge. Ouais. Je peux faire n'importe quel Ethereum. Non, alors non, il y a différents types de protocoles. Bitcoin, c'est un système qui fonctionne sur du minage. Après Ethereum et les autres crypto-monnaies, c'est d'autres systèmes qu'on appelle le Proof of Stake. Alors il y a d'autres cryptos, mais c'est la principale. Donc c'est un business économique, attention, moi je ne le maîtrise pas, il est assez complexe le modèle du minage. La difficulté c'est que les machines sont obsolètes au bout de 6 mois, c'est difficile de se les procurer. Donc il faut avoir les reins très solides avec beaucoup de trésor pour assumer aussi les mouvements de cycle. Okay, c'est très rentable en sommet de cycle, mais par contre il y a une période sèche pendant 2-3 ans, quoi. Et en fait le protocole en plus fait que tous les 4 ans, pardon, le prix pour miner un Bitcoin il double. Vu qu'on vient diviser par 2 la quantité qui est émise sur le marché tous les 4 ans, eh ben, c'est 2 fois plus dur pour les mineurs d'être rentables. Et ça crée aussi ce qu'on appelle un prix plancher. Ça veut dire que là, en l'état actuel, on est autour de 40 000 $ pour un prix plancher. C'est très difficile pour le prix de Bitcoin de repasser en dessous de ce prix de production. C'est un peu la valeur intrinsèque de l'actif. C'est pour ça qu'on a une valeur qui augmente aussi au fil du temps. Là, c'est l'adoption. Je vous disais, une techno, elle a de la valeur parce qu'on l'adopte. Donc, en blanc, c'est la vitesse d'adoption d'Internet et en bleu, c'est celle des crypto-monnaies. Et on voit que celle des crypto-monnaies est plus rapide que celle d'Internet. Ça, c'est dû à ce qu'on appelle l'âge exponentiel. On a déjà les technos en place. Il existe Internet, on a des smartphones, donc tout le monde a l'information et puis il est facile d'accéder aux cryptos. Du coup, quand la technologie blockchain arrive, il y a beaucoup plus de monde qui a tout de suite accès. C'est pour ça que l'adoption est plus rapide. Et on projette qu'en 2030, on aura 4 milliards d'utilisateurs en crypto et on passerait d'un marché qui est aujourd'hui à 2500 milliards jusqu'à 100 000 milliards autour de 2030. Donc on a un potentiel x40 sur le marché en sa globalité d'ici 2030. Donc chaque crypto-monnaie aura son multiple. Après, c'est cyclique, il y a Bitcoin qui aura son multiple. Et les autres cryptos, elles auront leur multiple durant les cycles, durant les bull market. On en parlera un peu plus derrière. Alors, une autre raison très très importante pour laquelle détenir des cryptos aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens dans la réussite en crypto qui sont motivés par ça, c'est reprendre le contrôle de votre argent. Vous avez sûrement vu passer ces dernières années plein d'actes, on va dire, totalitaires où on a bloqué les gens en dehors du système bancaire. Par exemple, en Russie, pendant la guerre, tous les Russes hors de leur pays n'avaient plus de compte bancaire et étaient comme ça parce que SWIFT les a coupés. Aussi, là, c'est quand les Canadiens manifestaient contre le Covid il y a quelques années. Tous les mecs qui manifestaient, on a relevé leur plaque d'immatriculation et on a fermé leur compte bancaire. Ok ? Donc l'action qui a été mise en place à ce moment-là, c'est qu'il y a eu des dons qui ont été faits en Bitcoin pour justement permettre à ces gens de continuer de vivre. Donc voilà le cas d'usage. Quelque chose de plus effrayant qui va arriver prochainement, c'est ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Ça parle à quelqu'un ? Ouais ? Ok. Donc en fait, l'idée, c'est que là, les États veulent transiter vers un modèle où ils ont une devise qui devient programmable. C'est un genre de crypto-monnaie, sauf que le but des cryptos, c'est de maximiser la liberté. Le but des MNBC, c'est de maximiser le contrôle. Donc on a une monnaie qu'on va pouvoir programmer, qu'on va émettre à la place du cash, et on va émettre des conditions pour la dépenser. Donc dans un premier temps, on va dire non, mais vous voyez, c'est pour stimuler l'économie locale, vous pouvez dépenser que dans votre région, et puis après va arriver les taux d'intérêt négatifs. Donc c'est-à-dire qu'on va vous dire, au bout d'un mois, votre épargne disparaît, il faut le dépenser à tout prix dans votre région. Comme ça, les États peuvent collecter plus de taxes, notamment la TVA, en augmentant la vélocité de dépense, la vitesse de dépense, et du coup peuvent rembourser plus vite leurs dettes, entre guillemets, ce qui est déjà irremboursable aujourd'hui.
Puis après, ça va être la porte ouverte au totalitarisme. Donc crédit social, vous consommez trop de carbone, vous avez pris l'avion cette année, pas le droit d'acheter de la viande, etc. On n'y est pas encore, mais en Chine, on y est. Donc ça devrait arriver. En Chine, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est 2 ou 20 millions de personnes qui n'ont plus le droit de prendre ni le train ni l'avion actuellement, à cause du crédit social. Ok? Donc BTC, c'est votre protection face à tout ça. Alors, des choses vraiment importantes, et prêtez attention à ça avant d'investir en crypto-monnaie. Aujourd'hui sur YouTube, vous allez voir passer plein d'opportunités. On va vous parler de plein de modèles, on va vous envoyer un peu dans tous les sens. Du coup, vous n'allez plus vous savoir donner de la tête, vous allez avoir envie de tout faire. Sauf que la seule méthode qui est entre guillemets accessible et qui garantit presque un rendement sur une période assez longue, c'est l'investissement long terme. Et dans l'investissement long terme, on peut aussi aller chercher des rendements avec des méthodes comme le stacking ou d'autres placements, comme le prêt et l'emprunt, etc. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait depuis les débuts. Évidemment, j'ai perfectionné ma méthode au fil du temps, mais ça repose aujourd'hui ce que je fais sur 3 piliers. Le premier, c'est d'avoir une vision assez long terme. Tout ce que vous allez voir sur YouTube, enfin à 95%, c'est les traders. Donc tous les jours, ils vont vous dire, bon, bah, ça peut monter, puis ça peut descendre. Et vous n'êtes pas avancé, vous allez passer 4 heures à regarder toutes les vidéos de tous les mecs sur YouTube, et finalement, à la fin, vous avez le cerveau grillé, vous ne savez pas quoi faire. Parce que vous regardez trop court terme. Les traders, ils sont là à vous dire ce qui va se passer le jour même ou le lendemain, et vous, vous êtes en train de vous faire secouer vos émotions au milieu comme ça, à suivre le prix. Le prix monte, vous dites putain ça part, j'achète, ça redescend, vous dites ah non merde, donc je revends du coup, ça repart, ah mince si j'avais raison, je rachète. Et en fait en faisant ça non-stop, vous bouffez votre capital. Donc en prenant assez de recul, on évite de faire ça, on s'assoit sur ses mains pendant un cycle, une fois qu'on a pris les bonnes positions, et normalement tout se passe bien. Le deuxième pilier, c'est d'avoir une analyse récurrente, donc moi je l'ai fait de manière hebdo et à 360. Tout ce que vous allez voir sur YouTube, c'est des mecs, ils ont une méthode, c'est l'analyse technique. Donc c'est une méthode de trader, ils vont regarder les graphiques de prix et c'est tout. Dans l'investissement long terme, moi j'utilise d'autres méthodes comme l'analyse on-chain, l'analyse des cycles, l'analyse des marchés dérivés, les news, les macroéconomies, etc. En fait, c'est avec tout ça qu'on arrive à voir ce qui peut se passer à moyen, long terme. Et ce qu'on ne fait pas, c'est du trading. Donc on évite de faire des échanges non-stop sur nos crypto-monnaies et on fait le moins de mouvements possible de sorte à ce qu'on ne s'auto-sabote pas. Alors, autre chose très importante à comprendre, c'est que tout repose là-dessus. Ça, c'est la psychologie d'un marché financier. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. Grosso modo, ça se traduit sur tous les marchés financiers. La masse passe d'une phase à gauche de peur, où là, les expérimentés accumulent, jusqu'à une phase d'euphorie en sommet de cycle, où les premiers entrées ressortent et les nouveaux arrivants se font avoir. Donc ça, c'est 2021, 2017, 2025, le sommet. En l'état actuel, on est là. Ce qui veut dire qu'on a encore des multiples à aller chercher. On n'a pas encore l'attention des médias. On l'a eu un petit peu quand on est venu chatouiller le plus haut connu, là, il y a 2 mois. Et dès que Bitcoin va repasser son plus haut connu, la télé va en reparler, votre coiffeuse aussi, attention à ce moment. Moi, je découpe le cycle en 5 phases. Donc le code couleur dit qu'à gauche, c'est ce qu'on appelle la phase d'accumulation. Donc dans la phase d'accumulation, notre objectif, c'est d'accumuler le plus possible. On se concentre sur Bitcoin d'abord. Après, on entre dans le réveil, la phase verte. Dans le réveil, les altcoins de qualité commencent à partir, Bitcoin accélère, enfin plutôt Bitcoin se relance comme il faut, et c'est là où on est censé avoir commencé à diversifier et avoir déterminé quels étaient les narratifs importants pour ce cycle et justement avoir analysé les bonnes crypto-monnaies. En fin de cette phase de relance ou de réveil, on a une première, ce qu'on appelle une echo bubble, donc c'est une petite bulle qui fait écho au dernier bull market, avant une première grande correction, c'est ce qu'on vient de voir. Donc sur Bitcoin, elle était vachement moins importante qu'au dernier cycle, on a eu que 20% au lieu de 40% en moyenne, par contre sur les altcoins, on a fait du moins 50, moins 80, ce qui est tout à fait normal en fait. Et en l'état actuel, là à ce jour, on a encore un petit peu de vente, donc on a en fait une chance de venir accumuler nos altcoins de qualité dans cette phase. C'est entre guillemets la dernière chance de rentrer dans le marché des cryptos pour le cycle en cours. Après ça, on rentre dans le jaune, dans l'accélération. Bitcoin passe son plus haut connu, part en flèche de façon parabolique. Les altcoins se réveillent, enfin accélèrent plutôt et commencent à être paraboliques. Jusqu'en fin de cycle, qu'on devrait voir au plus tôt début 2025, où on entre dans une saison des altcoins, où là, Bitcoin consolide. Les altcoins sont verticales. Et c'est le moment où sur une fenêtre de 1 à 2 mois, il faut sortir par palier de temps. Donc il y a une... je vais te répondre en 2 secondes. Il y a une erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils visent un prix ou un multiple sur leur capital. Et tous les gens sur YouTube vont vous dire « Ah, Solana va aller à 1200 $. Ok, mais comment tu le sais? Ça, c'est du vent. Le seul moyen de bien sortir sur un marché, c'est de viser une fenêtre de temps. Et la fenêtre de temps, on peut l'avoir que si on utilise des méthodes comme l'analyse on-chain, les cycles, etc. Donc c'est ce que je vous montrerai juste après. Donc attention à tout ce que vous voyez sur YouTube, concentrez-vous sur des fenêtres de temps données par les indicateurs long terme.
Non, ça varie. En l'occurrence, actuellement, on a 8 mois d'avance sur les cycles derniers. Donc, ce qui veut dire que le cycle en cours pourrait être plus court. Okay, à partir du moment où Bitcoin passe son plus haut connu, c'est là où on prête de l'attention, quoi. C'est là où on commence à faire attention à ce qui se passe. Dès qu'on décèle une alt season, on prend des profits quoi qu'il se passe. Et tu vois, bon, on a des cycles de 4 ans sur le marché des crypto-monnaies, ça c'est Bitcoin. Mais on a des phases où on peut avoir par exemple des sommets qui sont un peu cassés. En 2021, on s'attendait à avoir quelque chose comme ça. Et en fait, le listing de Coinbase sur le stock exchange américain a créé un sell the news et on s'est fait couper l'herbe sous le pied. Et la psychologie, ça ment pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se répète tout le temps, quoi qu'il se passe. C'est pour ça que c'est toujours cyclique. Et je vais vous montrer justement avec d'autres marchés. À gauche, vous avez l'or et à droite, vous avez Bitcoin entre 2017 et 2018. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est exactement copier-coller la même charte. Donc l'or, on voit une première poussée, pareil sur Bitcoin, grosse courbe parabolique, sommet de 2017, ok, grande correction, avec exactement les mêmes rebonds, une phase de dépression assez longue, puis une grande capitulation, zone d'accumulation, relance. C'est toujours la même chose. Pour Bitcoin, c'est des cycles de 4 ans. Donc si on venait spéculer sur la cyclicité, on aurait un sommet de cycle en octobre 2025. Maintenant, c'est dangereux de faire ça. Ce qui est bien, c'est de garder un bout de votre capital pour cette théorie-là. Donc admettons que vous allez sortir 80% dans le sommet de cycle qui est donné par les indicateurs. Et puis vous vous dites, bah, moi je garde quand même 20% si jamais on va continuer de faire perdurer le cycle de 4 ans et que le sommet sera bien en octobre 2025, si jamais on était sorti plus tôt. Ça peut être part de votre stratégie. Et dans les cycles financiers, donc ça c'est Bitcoin depuis ses débuts, ces 4 ans. Ces 4 ans sont rythmés par l'événement sur Bitcoin tous les 4 ans qui vient diviser la rémunération des mineurs par 2, ce qu'on appelle le halving. Okay. Et donc on voit bien ces phases d'accumulation, bull market, bull, bear market, accumulation, etc. C'est les choses qui se répètent. Donc là c'est un graphique qui n'est pas à jour, mais actuellement on est là, quoi. Donc on est au bord. Vous voyez, quand on passe le plus haut connu, on accélère. On est au bord de ça. Alors je vous parlais d'indicateurs. Tout ça, on peut le déceler, comme je le disais, uniquement si on a les bons indicateurs. Donc ça, c'est les indicateurs que j'utilise, que j'ai jamais vu personne d'autre utiliser. Il y en a 2 à gauche qui sont bien cachés et il y en a 2 à droite que j'ai constitués moi. Donc en fait, pour vous donner les exemples, en haut à gauche, ça démontre la psychologie de marché dans les extrêmes. Donc dans les phases bleues en bas, c'est les zones de capitulation, où nous on va accumuler Bitcoin. Et dans les phases rouges, qu'on distingue un peu sur le graphique en haut à gauche, bah, c'est les zones d'euphorie extrême. En bas, c'est sensiblement la même chose. J'ai couplé 5 indicateurs qui viennent montrer quand ces indicateurs sont en phase d'accumulation en bas ou en phase de distribution en haut. Et on voit que quand toutes les étoiles sont alignées, bah, ça me le montre par des bandes oranges sur les sommets de cycle et des bandes bleues en bas de cycle. Ensuite, vous avez des moyennes mobiles. Donc pour les bas de cycle, il y en a 2 principales. Ça, je pourrais vous les envoyer. En bleu et en orange, c'est ce qu'on appelle le realized price et le balance price. Grosso modo, c'est des zones intéressantes sur Bitcoin. On sait quand on passe en dessous, c'est le moment optimal pour acheter. Et pour le haut de cycle, on peut utiliser, c'est un peu plus difficile de s'en servir, des multiples sur le market cap, donc la capitalisation de Bitcoin, pour aller déterminer quand on est dans les zones dangereuses. Donc on voit qu'en l'état actuel, on a un x2 à x3 à aller chercher sur Bitcoin d'après ces multiples-là, au minimum. Après, deux principes premiers à comprendre, c'est que le prix d'acquisition moyen, slash de production moyen d'une commodité, ça agit comme prix plancher, comme je vous disais, le prix de production de Bitcoin qui est à 40 000 aujourd'hui et qui sera à 80 000 dans 4 ans. Mais en fait, ça fait effet de support. Et si on regarde ce qui s'est passé récemment, on a eu un double top en 2021, ici, puis dans le prix actuel, on est en train de consolider. Il y a de fortes chances que le prochain bottom de cycle soit dans la zone actuelle, entre 60 et 70 000 $. Ce qui veut dire que si vous achetez maintenant, c'est comme si vous achetiez le plus bas dans 3 ans. Et voilà, je vous disais, le deuxième principe intéressant, c'est que les 4 derniers bottoms, ils ont été entre le delta price et le balance price. Donc c'est la zone d'accumulation qui est optimale. Donc c'est grosso modo sous mes bandes orange et bleu ici, quoi. Ici, ici. C'est le genre d'indicateur qu'on a chez Réussir en Crypto, mais que personne n'utilise. Je suis capable de te dire quand c'est le moment optimal pour rentrer sur le marché, quand c'est le moment de diversifier, quand c'est le moment de sortir par palier. Sur un cycle de 4 ans. Toi, je te vois aujourd'hui, mais après, je te vois plus. On a, si tu veux, dans Réussir en Crypto, actuellement, il y a un Discord dans lequel on échange tous les jours avec les membres. Donc, on répond à toutes les questions.
Il y a les analyses hebdo, il y a les analyses de crypto-monnaie, il y a beaucoup de choses. Et en fait, on fait en sorte que tu y passes le moins de temps possible. On fait tout pour toi, on te met tout sur un plateau d'argent. Tu as juste à lire le résumé chaque semaine en 2 minutes et de prendre tes décisions en face. Et tu as mes portefeuilles en exemple. Tu as fait une analyse de risque sur potentiel événement qui pourrait impacter les... Black Swan Black Swan, on en a eu un au dernier cycle. On en a eu un là avec le Covid, tu vois, Black Swan. Après, les risques en cours. Alors, il y a un événement majeur qui ferait qu'on perdrait confiance en Bitcoin. C'est, jusque-là, il y a le portfolio du fondateur. Il me semble qu'il a 2 millions de Bitcoin dedans. Depuis la création de Bitcoin, il n'a jamais bougé ce portefeuille. Parce que le fondateur est anonyme. C'est pour ça qu'on a confiance dans le protocole. Si demain, le portefeuille venait à bouger, c'est fini. Il faut sortir du marché, plus de confiance dans Bitcoin. Ah bon, mais pourquoi? Parce que du coup, on pourrait accéder au fondateur, et le fondateur, si on sait qui c'est, c'est prison. Il se fait tuer ou prison par la CIA. Si c'est pas la CIA. Si c'est pas la CIA qui a créé Bitcoin, exactement. Ça, c'est un risque. Après, autre risque, c'est guerre mondiale ou autre Black Swan event. Ouais, il y a un petit, comme on a vu sur le Black Swan en 2021. Pardon, j'ai pas vu que je faisais bouger tout ça en même temps. Ouais, tu vois, ça, ce qu'on a vu là. Ça, c'est vraiment un événement de panique accentué par des liquidations sur les marchés dérivés de Bitcoin. C'est plein de traders qui se sont fait bouffer leur stop et ça fait une grosse mèche et ça rebondit aussitôt. Le seul risque pour toi, ce serait la découverte du fondateur de Bitcoin. C'est un des risques. Autre risque, le protocole se fait hacker. Mais bon, pour y arriver, là, il faut vraiment avoir l'air insolite parce qu'il me semble qu'il faut un truc comme 90 milliards de dollars pour arriver à financer assez de machines et payer l'électricité pour essayer de faire une transaction. Ouais, pour le moment, c'est même pas encore assez puissant pour pallier à ça, non. Ouais. Justement, toutes les cryptos, elles suivent le Bitcoin. Ouais. Du coup, ça veut dire que s'il n'y a que le Bitcoin qui se fait, comme tu dis, hacker ou découper son identité, toutes les autres vont suivre ou finalement ça concernera que... Je pense que tout le marché, à partir du moment où Bitcoin subit, tout le monde subit. Ah ouais. Regarde aujourd'hui, Bitcoin fait une toute petite mèche pour venir chercher des liquidités et il descend de 2000 $, tous les alts saignent. Donc, en général, tout est lié, ouais. Et guerre mondiale, c'est un sujet parce qu'on est dedans. En l'état actuel, alors il y a un membre de Réussite en Crypto qui fait les tables rondes avec les acheteurs d'énergie chinois et qui dit que pour eux, c'est très clair qu'à la fin de l'année, ils reprennent Taïwan, la Chine. Les USA disent que si les Chinois prennent Taïwan, ils interviennent. En plein pendant les élections, on va voir comment ça se déroule, mais voilà, c'est un scénario à garder en tête. Après, ce qu'on voit sur Bitcoin, c'est que les news, c'est une chose, mais en fait, souvent, ça vient juste confirmer là où le prix devait déjà aller. Donc, en soi, le cycle de Bitcoin, habituellement, suit son cours quoi qu'il se passe. Même avec un Black Swan avec le Covid au milieu, il a quand même fini son cycle, quoi. C'est pas un truc que je vais inclure dans ma stratégie, personnellement. Je reste confiant sur le cycle, quoi qu'il se passe. Ok, ça marche, merci. C'est des cycles de 4 ans, t'as dit, c'est ça? Ouais. Ce qu'on voit là. Ouais. Et là, on en est où dans le cycle actuel? On est au mois 19 ou 20. On est au mois 19 sur 35. Ah ouais, Ouais. Ça fait octobre 2025 si on doit garder la même cyclicité pour un sommet de cycle. Mais attention, ça c'est vraiment une spéculation qui est difficile à tenir. Ok? Alors là, je veux juste vous montrer un exemple de psychologie de masse. Parce que là, c'est sûrement comme ça que vous avez appris le marché au début, et peut-être encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que vos proches réagissent autour de vous. Si vous leur dites que vous investissez en crypto, c'est « t'es fou ». Au début de l'accélération en 2021, alors que je lui parlais en 2018 et en 2016 des crypto-monnaies, il ne s'intéressait pas, vient enfin me demander conseil. Et pendant l'accélération, il me dit « Ouh là là, il y a une chute, ça va mal pour Bitcoin ». Et je lui dis « Non, c'est normal, t'inquiète, ça va continuer de monter ». Et en gros, gros stress, c'est pas le moment d'investir, tu vois. Sommet de cycle, il me dit « Ça y est, on est reparti à la hausse, je mets un trade levier x5 ». Je dis « Fais jamais ça, je mets jamais de levier, achète en spot, mais attention, maintenant c'est risqué ». Il a quand même été, il a perdu de l'argent. Sommet de 2021, juste après le sommet, c'est bon, tu penses que c'est le bon moment de racheter du coup? Première petite correction, non, c'est trop tard. Bottom 2021, ouais, de toute façon, c'est la faute d'Elon Musk. C'est lui qui a fait crasher le marché. Donc ça, c'est vraiment la psychologie de masse. C'est grosso modo, j'écoute bêtement ce que la télé me dit et je le répète. Et malheureusement, pour la majorité, malheureusement, ça va rester ça. La psychologie ne change pas. Et vous allez voir que quand vous êtes, vous, à contre-courant, des fois, c'est dur de tenir vos convictions parce qu'il y a tout votre entourage qui vous pollue avec leurs idées à eux.
Et là, il faut être fort et se dire non, je sais comment ça fonctionne ce cycle, je sais où ça va. Et là, c'est la zone d'accumulation où je rentre, quoi. Alors, comme je le disais, un des principes premiers de Bitcoin, c'est vraiment de devenir sa propre banque. Donc là, attention, vous devenez responsable de votre argent. Si vous perdez votre clé Ledger, normalement, vous avez une phrase de récupération pour pouvoir acheter un nouveau Ledger et récupérer vos crypto-monnaies, ça roule. Si vous avez mal sécurisé votre phrase de récupération, vous perdez tout. Donc, petite notion de base sur la sécu. Ça, c'est ce qu'on appelle un Ledger. C'est grosso modo le portefeuille en crypto aujourd'hui le plus sécurisé et le plus facile d'accès. Il y a un équivalent qui s'appelle Trésor dans une entreprise concurrente. L'idée, c'est que là-dedans, vous allez sécuriser entre guillemets vos crypto-monnaies, enfin les clés d'accès aux crypto-monnaies. Et donc, un Ledger, il faut l'acheter uniquement sur le site de ledger.com, jamais ailleurs. Vous pouvez recevoir un faux. Quand vous le recevez et que vous le démarrez, vous faites la mise en place. Donc, ça va vous donner une phrase de 12 ou 24 mots. Cette phrase, c'est hyper important, c'est l'accès à vos crypto-monnaies. Vous devez absolument bien la sécuriser. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, la sécurité de toutes vos crypto-monnaies, donc votre fortune, elle détient sur 3 piliers. Le Ledger en lui-même et la phrase de sécurité que vous allez couper en 2. Donc, la phrase de sécurité, on l'écrit sur un papier, jamais sur un ordinateur, jamais sur un téléphone, on ne la prend jamais en photo. Une fois qu'on l'a écrit sur un papier, on coupe le papier en 2 et on va sécuriser une moitié dans un coffre à la banque, l'autre moitié dans un coffre ailleurs et le Ledger dans un 3e endroit. Pourquoi? Parce que si vous perdez le Ledger et une moitié de phrase, c'est foutu. Admettons que chez vous, on vous pique le Ledger et la moitié de la phrase ou la maison brûle, vous perdez tout. Si les 2 moitiés de phrase sont ailleurs dans les coffres, que vous perdez le Ledger, c'est pas grave. Vous récupérez la phrase de sécurité, vous rentrez le code, vous avez de nouveau accès à vos crypto-monnaies. Si vous perdez la phrase de sécurité ou une partie, il faut vider le Ledger, refaire une phrase de sécurité, recommencer le process. Donc vous voyez que vous avez, entre guillemets, une seconde chance si vous faites une bêtise dans votre sécurité, grâce à ça, en ayant bien divisé en 2 votre phrase de sécurité et en les gardant bien séparées. C'est vraiment, vraiment primordial. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur argent comme ça bêtement. Alors, stratégie de portfolio. Pardon, la clé, on la garde pas. Attends, On la met- je te réponds juste après. Dis-moi. La clé, je la garde ou je la mets dans un coffre aussi? Idéalement, la clé, elle est sécurisée par un code PIN. Donc, il y a une attaque qui coûte $2, c'est d'acheter une clé à molette et de vous menacer avec, quoi, grosso modo. Donc, attention à ça. Il y a des systèmes plus sécurisés, qu'on j'utilise par exemple, mais ça, c'est le plus facile. Tu as le choix. Soit la Ledger, tu te dis, bah, je la laisse au coffre. Et par contre, les seed phrases, je les mets ailleurs. Soit tu dis, je la laisse chez moi, mais bien cachée, dans un endroit où on ne l'attend pas. Et au moins, tu l'as avec toi quand tu as besoin de faire des mouvements, tu vois. Pas besoin d'aller à la banque pour prendre la clé et tout. Par contre, attention, en fait, on n'est pas censé réagir au marché. Donc, c'est-à-dire que tu ne veux pas garder ta clé parce que tu veux la voir s'il faut vite tout vendre. Tu vois, tu n'es pas censé être comme ça en train de réagir au marché. Tu es censé avoir une stratégie avec des timings dans lesquels tu fais des positions, des mouvements. OK? La clé, je peux la laisser dans un coffre, Ouais. investir là maintenant. Ouais. Et envoyer dessus. Il va aller dessus. Ouais. Sans problème. Exact. Donc finalement, la clé, j'en ai plus besoin une fois qu'elle est en. Bah, en fait, tu en auras besoin pour ressortir les crypto-monnaies de la clé. Pour la revendre. Ouais. C'est tout. Ouais. Et c'est tout. Et puis, tu peux faire aussi du stacking sur la clé. En gros, c'est un système où tu peux placer tes crypto-monnaies, elles te rapportent un rendement en plus de prendre en valeur. Comme un téléphone, C'est comme une clé USB. mais il faut la charger. Non, tu la branches sur l'ordinateur, elle s'allume, tu fais ton code, tu accèdes à l'application et tu peux voir tes crypto-monnaies, les envoyer, les placer, etc. Un genre de dashboard. Ouais, ça s'appelle Ledger Live. Tu me disais? Je disais, les crypto-monnaies qui sont perdues, comment ça se passe? Eh bien, ça fait plus de supply qu'on ne pourra pas bouger, donc ça fait que l'offre, elle diminue, l'offre en circulation, elle diminue. Donc ça vient augmenter la valeur de Bitcoin. Et on ne sait pas combien il y en a eu de perdu. Si, il y en a 20%, je crois déjà, de Bitcoin. Ouais. Donc, ça, c'est une chose très importante que tu soulèves. Évidemment, vous avez compris que c'est l'offre et la demande qui font le prix. Donc, si l'offre est vraiment réduite et que la demande augmente, bah, le prix augmente. Donc, en l'état actuel, il y a une grosse quantité de Bitcoin. Déjà, il y en a 2 millions qui ne bougent pas. C'est le portefeuille du fondateur. Donc, il y en a 10%. Ensuite, il y en a 20% qui sont perdus. Donc, ça fait déjà 30% de Bitcoin qui sont hors du marché. Pardon? Comment tu sais qu'ils sont perdus? En gros, c'est des personnes qui ont plus l'accès à leur portefeuille. Donc, il n'y a aucun moyen d'accéder sur la blockchain là où sont les Bitcoins pour les bouger. Mais comment tu sais qu'il y a 20% de personnes qui ont perdu? Bah, c'est une estimation avec tous les grands fonds perdus, les mecs qui avaient 10 000 bitcoins sur leur disque dur au début, puis qui l'ont mis à la décharge, tu vois, ce genre de choses. Et puis en fait, en on-chain, donc si tu veux, la blockchain Bitcoin, c'est transparent. On peut voir exactement qui fait quoi. On voit tous les bitcoins où ils sont placés, on sait ce que font les petits, les grands, les anciens, les nouveaux, etc. Du coup, on voit tout ce qui n'a pas bougé depuis une certaine période, et on arrive à estimer du coup ce qui est encore accessible ou ce qui est perdu. Et je voulais dire autre chose, oui, l'offre en circulation. Donc il y a 30% qui sont perdus, enfin qui bougent pas. Plus,
il y a tous ceux qui sont détenus par ceux qui ont une vision assez long terme, qui ne veulent surtout pas s'en séparer. Plus, on va regarder en fait ce qui est disponible sur les échanges genre Binance, Kraken, etc. C'est ça qui fait le marché, puisqu'aujourd'hui, l'offre et la demande, l'offre en circulation dont on parle, c'est juste le million de bitcoins qui sont disponibles sur les échanges. Tout le monde se bat pour cette petite quantité de bitcoin. Cette quantité, elle diminue de plus en plus, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de bitcoin disponibles, mais de plus en plus de demandes. Ça crée ce qu'on appelle un choc d'offres, et c'est pour ça que des fois on voit des paraboles dans les cycles de 4 ans et que ça part. Donc là, on est au bord de ça. Alors là, il y a quelque chose qui va vous intéresser, les portfolios. Deux questions. La première, c'est en termes de transmission de patrimoine, du coup, est-ce qu'on peut, parce que ça passe sous les radars, et deux, comment on est capable de sortir cet argent-là, l'imposition quand on sort l'argent. Ouais. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une flat tax de 30%, Ouais. ça peut être imposé aussi au PNC. Comment ça marche un peu aujourd'hui? Alors, tu as, bon déjà, du niveau imposition, en titre perso, c'est 30% sur les plus-values. Donc, quand tu repasses en monnaie fiduciaire, avec une société, ça passe dans les BIC, donc tu as IS dessus. En succession, ça dépend si tu as déclaré ou pas. Donc, tu peux très bien donner ton ledger à ton enfant et jamais avoir déclaré tes crypto-monnaies et c'est lui qui les sort du chapeau. Parce que c'est pas un nom, enfin c'est pas nominatif. Non. Par contre, attention, maintenant, l'Europe, avec la loi MiCA, est en train de verrouiller un peu tous les off-ramps, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on justifie à quel ledger est, enfin, à qui est ce ledger, à qui on retire des crypto-monnaies, à qui on en envoie, quoi. Ça, c'est en finance centralisée, quand on fait ça depuis les échanges genre Binance Kraken. Après, si vous agissez sur des échanges dits décentralisés, comme Uniswap ou Jupiter, c'est des plateformes d'échange qui sont autonomes, ce n'est pas des entreprises, c'est les protocoles autonomes, bah là, on fait ce qu'on veut. Là, c'est le marché libre. Et tu avais… Oui, c'est bon. Voilà. Et sinon, transmission, bah, ça, il faut demander à un fiscaliste français, les choses évoluent très vite, mais j'imagine que c'est la même chose que… Ouais. Après, si tu avais déclaré la chose et qu'il les récupère et que c'est officiel, ben, je pense que c'est comme le patrimoine habituellement, tu vois. Ouais. Dans le testament, tu peux quand même le mettre. Bah, c'est à toi d'avoir à gérer ça. Par exemple, tu peux avoir un membre de ta famille, tu lui as expliqué le process. Donc, le membre de ta famille, il aura accès aux clés de ton coffre à la banque, par exemple, pour le jour même, le jour voulu, récupérer ta phrase de sécurité. Dans le coffre, tu as mis un petit manuel. Bon, bah voilà, tu prends la ledger, tu rentres le code. Et tu as accès à tout ça, tu le vends comme ça. Si tu as besoin de conseils, tu contactes mon ami qui connaît comment ça fonctionne. Tu vois? Si tu veux payer quelque chose en crypto, tu dois sortir la monnaie de ton ledger ou tu peux régler en ayant… Tu peux… Alors, Ledger a pour projet de sortir une carte bancaire. Nathan, tu sais si c'est fait ou pas? La carte bancaire Ledger? C'est pas encore d'actu, hein? Tu as des cartes bancaires crypto. Tu peux payer directement avec une carte Binance ou autre. Par contre, chaque transaction est taxée à 30%. Vous êtes censé la déclarer. OK? Et quand vous avez une carte bancaire, elle va vendre les cryptos que vous avez sur Binance, par exemple, si c'est une carte Binance. Donc, tu as du Bitcoin. Elle vend des Bitcoins pour payer le marchand. Donc, c'est une transaction qui est officielle et qui est censée être taxée. Donc, l'alternative à tout ça, il y en a plusieurs, je rentrerai dedans plutôt à la fin, mais si vous vendez pour ce qu'on appelle des stablecoins jusque-là, donc c'est des crypto-monnaies qui gardent une valeur fixe de 1 $, genre USDC, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Peut-être qu'il y en aura à l'avenir avec les lois européennes. Il y aura peut-être aussi l'impôt sur les plus-values latentes. C'est pas encore inclus. OK. Donc, ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous pouvez laisser les cryptos dans le ledger et payer avec une carte bancaire. Sécurité maximale. Stratégie de portfolio. Alors, ceux qui ne sont pas dans l'investissement en crypto, ça va vous plaire. Bon, à titre perso, j'ai 3 portfolios que je montre en exemple. Je vais détailler, vous inquiétez pas. Alors, dans Réussir en crypto, je donne 3 portfolios. Il y en a un que j'appelle le principal, où là, j'ai fait un portfolio diversifié. Donc ça, c'était un screenshot d'il y a quelques temps, où j'ai fait quelque chose de moins risqué que ce que je fais à titre personnel, de sorte à ce que les membres gèrent bien leur capital, parce que je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour prendre des risques démesurés. Grosso modo, je vous disais, il y a 3 portfolios. Donc il y en a un dit d'épargne long terme. Ce que vous devez absolument retenir aujourd'hui, c'est que l'objectif de Bitcoin, c'est de vous sécuriser sur le long terme, sécuriser votre épargne, améliorer votre pouvoir d'achat et avoir le meilleur outil d'investissement, le meilleur véhicule. Donc en fait, il y a un portefeuille dit d'épargne où on va mettre de manière régulière de l'argent dedans pour accumuler du Bitcoin et pourquoi pas de l'Ethereum aussi en plus et éventuellement du Solana. On va garder nos Bitcoins sur les 10-15 ans à venir parce qu'on veut l'avoir quand il vaudra plus d'1 million de dollars. Et ce qu'on aurait dans ce capital, donc de l'Ether ou du Solana, le but c'est qu'en sommet de cycle, on vend tout pour du Bitcoin et ce capital-là, on ne le touche pas. Et le but c'est d'avoir une psychologie différente sur ce capital par rapport au reste du capital. Là, c'est un coussin de sécurité psychologique. On sait qu'on a ça de côté, qu'on ne le touche pas pour les 10-15 années à venir et que notre retraite est assurée. Donc l'objectif principal, c'est j'en achète autant que je peux au fil du temps.
Après, il y a un deuxième portfolio, moi que j'ai appelé le principal, ou diversifié, où là, le but, c'est de maximiser un cycle financier, un cycle crypto. Donc là, on va aller chercher des autres crypto-monnaies de qualité, on va aller chercher des plus gros multiples. Le but, c'est de surfer le cycle. En haut de cycle, je revends tout ou partie pour des stablecoins ou du cash. Et je fais autre chose avec. Et après, il y a un troisième portfolio que je vous montrerai après, qui est dit dégénéré, où là, c'est risque extrême. On met le minimum par crypto-monnaie. On achète toutes celles qui nous paraissent viables en termes de spéculation à court terme. Et on met des ordres de revente très rapides. Alors que sur le portfolio principal, on va surfer le cycle en entier. On va revendre dans une fenêtre de temps au sommet de cycle. Donc ça, c'est un exemple de portefeuille principal. Donc là, au moment où j'avais fait le screenshot, depuis le bas de cycle, on était à x3,5. Où on a grosso modo dans une découpe, alors en l'état actuel, j'ai à peu près 35% d'un risque dit faible. Risque faible aujourd'hui, c'est Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink et rien d'autre. Risque moyen, c'est tout ce qui a plus d'1 milliard de valorisation, donc de market cap. Le market cap, c'est grosso modo la valeur d'un actif. Et d'ailleurs, petit aparté, quand on démarre, généralement, on se dit « Ah, cette crypto-monnaie, elle vaut que 1 centime. Imagine si elle fait comme Bitcoin, elle va à 70 000 $. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le market cap, c'est ça la vraie valeur d'un actif. Et le market cap, c'est grosso modo le prix multiplié par la quantité en circulation. Donc le prix, ça veut rien dire. OK ? Donc tout ce qui a plus d'1 milliard de valorisation, c'est le risque moyen. Après, il y a un risque plus élevé, c'est ce qui est entre 100 millions de valorisation et 1 milliard. Et c'est grosso modo, c'est le sweet spot si vous voulez faire des bons multiples. Au dernier cycle, j'avais acheté Cardano et VeChain, il devait être entre 200 et 400 millions de valo et ça fait des fois 75, fois 78 sur un cycle. OK ? Et risque extrême, max 2 à 4, 5% de votre capital. C'est tout ce qui est en dessous de 100 millions de market cap. Beaucoup plus risqué. Il faut faire une bonne analyse aussi pour choisir ces projets-là. Donc là, en l'occurrence, ça c'est l'exemple que je donne actuellement dans Réussir en crypto. On a une découpe. Donc ce qui est important, c'est que dans un cycle, on sorte des narratifs. On a le plus important aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc on va en avoir le plus possible dans le capital. Une deuxième catégorie importante, c'est la tokenisation. Et après, un petit peu de finance décentralisée. Donc là, en l'occurrence, c'est l'actif Jupiter. Notez-le, celui-là. L'échange numéro 1 décentralisé sur Solana aujourd'hui. Tout ce qui s'appelle deuxième couche, Layer 2, qui vient améliorer les capacités de performance d'Ethereum, qui est la plus grosse infrastructure en crypto-monnaie aujourd'hui. Et puis, pas mal d'Ethereum, du Solana, du Bitcoin. Ça, c'est un portefeuille qui est grosso modo, je dirais, bien diversifié. Portefeuille principal. Donc celui-là, en exemple, on l'avait commencé au milieu de bear market dernier. En termes de perf, on surperforme Bitcoin et Ethereum depuis qu'on l'a démarré. Okay, on a moins perdu pendant toute la fin du bear market. Zone d'accumulation, ça s'est suivi. On a démarré, on était assez stable. Et là, on s'est détaché sur la relance parce qu'on était bien diversifié. On fait mieux que Bitcoin et Ethereum. Deuxième portfolio, je vous parlais d'un portfolio d'épargne long terme. Et là, on applique une stratégie dite de dollar cost average. Donc en gros, chaque semaine, on met un peu de capital de côté. Et moi, je l'optimise ça. Je vais surfer des cycles à court terme. C'est des vagues de 60 jours environ où je vais viser les creux. Dans les creux, je vais me positionner avec ce que j'ai épargné pendant cette période. Et avec ça, à titre perso, actuellement, je suis à 20% Bitcoin, 80% Ethereum. Et aujourd'hui, on est en train de former le bottom sur la paire Bitcoin-Ethereum. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, si on fait comme au dernier cycle, c'est Ether qui va mieux performer que Bitcoin. C'est pour ça qu'on a un ratio 80-20. Et on peut se permettre d'inclure là-dedans du Solana, puisqu'à partir d'ici, Solana risque de surperformer aussi Ethereum. Et Solana, c'est la troisième plus grosse valeur aujourd'hui. C'est un actif qu'on peut faire rentrer dans ce capital-là. C'est le moment d'en acheter en fait. Ouais. Et là, il y a des ETF qui ont été approuvés sur Bitcoin au début d'année. Ils viennent d'être approuvés sur Ethereum. Ce qui veut dire que c'est le moment où on peut avoir un flux de capitaux massif et une vraie poussée sur Ether et son écosystème. Donc toutes les crypto-monnaies qui sont construites sur Ethereum. Donc c'est intéressant de garder Ether en majorité jusque-là. Et une fois que la poussée est faite sur Ether, passer une bonne partie sur Solana pour aller surfer la vague suivante. Parce qu'il y a un concept en crypto-monnaie qui s'appelle la fontaine de liquidité. C'est-à-dire que dans un cycle, les capitaux arrivent d'abord en stablecoin. Ils vont d'abord sur Bitcoin, le gros actif, qui part en premier. Une fois que Bitcoin a progressé, ça s'écoule vers Ethereum, puis vers les autres crypto-monnaies, des plus grandes vers les plus petites. Généralement, on voit ces cycles, ces fontaines de liquidité dans chaque cycle. Donc on essaie de surfer ça. Après, c'est assez difficile à faire. C'est du micromanaging. Vaut mieux prendre des positions claires en début de cycle et les tenir. Donc là, c'est un exemple. Vous voyez, depuis 121 semaines, plus de 2 ans, $100 par semaine d'épargnés, on est à x2, sans effort. Et sans risque. Et voilà. Et ça, c'est en blanc la somme injectée au fil du temps, et en bleu la perf. Troisième portefeuille, Degen. Donc là, attention, c'est vraiment extrêmement risqué ce que vous allez voir ici.
dans un portefeuille DGen, donc le but c'est de prendre un maximum de risques en investissant dans des tout petits projets, moins de 100 millions de market cap. On accepte une volatilité extrême, on accepte le fait que ici c'est une loi des nombres qui fait un multiple, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a la moitié qui vont mourir. On n'est pas dans l'optique finalement de revendre ce qui est en train de faire moins 90%, on sait qu'il y en a la moitié qui vont mourir, donc on l'accepte. Il y en a l'autre moitié qui va performer plus ou moins bien et il y en a 10% qui vont faire tout le retour sur investissement. Par exemple là, Popcat, on a mis 200 $, on est à x70, ok, en 3 mois. Pendant que le reste, on est à 77%, 49, 43, 42, 26, 14, etc. Et on en a la moitié qui sont en perte. Même avec ça, on est à plus 71%. C'est la loi des nombres qui fait le multiple ici. Donc, il y a deux règles. La première, c'est mettre absolument la même somme sur chaque crypto-monnaie. Donc moi, dans l'exemple, là, je mets 200 $. À titre perso, je mets 1 Ether par projet. Exactement la même somme. Et l'autre règle, c'est qu'on va automatiser la prise de profit. Donc, le projet, entre x3 et x5, je mets un ordre de revente automatique sur les échanges. Là où j'ai laissé ma crypto-monnaie, je récupère mon capital de départ. Parce que c'est extrêmement volatile, extrêmement risqué. Donc moi, la règle que j'ai maintenant, c'est ce que j'achète à moins de 20 millions de market cap, je mets une prise de profit à x5, parce qu'il y a un plus gros multiple possible, je récupère mes de départ. À x10, je prends 20% du capital restant. À x20, je prends 20% du capital restant. Et je garde le reste pour le sommet de cycle. Et si mon actif est entre 20 et 100 millions de market cap, c'est à x3 que je récupère la mise de départ. À x6, 20%. À x9, 20%. À titre perso, c'est ce que je fais. En termes de perf, voilà. En blanc, la somme investie. En bleu, le retour. Donc ça peut faire des belles surprises. Mais ça peut aussi vous bouffer beaucoup de capital si vous êtes rentré au mauvais moment et que vous n'avez pas suivi les règles. Attention, si aujourd'hui vous n'avez pas pris par exemple du Popcat et ceux qui ont bien performé et que vous n'avez pas mis la même somme de partout, bah, on peut être en négatif. Donc il faut accepter ça à court terme, prendre risque minime. Donc une fois qu'on a ça en tête, on sait pourquoi investir dans les crypto-monnaies, on a une idée de comment constituer son capital, 3 portfolios, on sait que c'est des cycles psychologiques, maintenant comment on fait pour surfer ces cycles grosso modo. Donc là c'est vraiment, alors cette slide est mal placée, mais là c'est vraiment la matière grise qui va vous aider à surfer un cycle. Donc je vais vous montrer plusieurs choses, je vais vous montrer en grosso modo le cycle et je vais vous montrer en gros comment ça se passe et moi les outils que j'ai mis en place pour arriver à définir dans quelle phase du cycle on se situe. Alors dans un cycle que je vous ai montré tout à l'heure, un cycle psychologique, je vous ai découpé ça en 5 phases. Première phase, la zone d'accumulation. Dans ces phases-là, Bitcoin se relance parce qu'on a les shorts, donc les traders qui étaient négatifs en bas de cycle qui se font liquider, donc ça fait des mèches vertes, ça commence à relancer le cycle. Okay. La smart money accumule, donc en gros les investisseurs expérimentés, donc nous, et on a du dollar qui est imprimé par les banques centrales, donc ça aide les marchés à se relancer. Les altcoins, donc toutes les crypto-monnaies et Ethereum perdent en valeur face à Bitcoin. C'est vrai qu'en début de cycle, sur la première année en général, c'est Bitcoin qui fait mieux et le reste qui performe moins. Deuxième phase, la phase verte, le réveil, on est actuellement, comme je vous disais ici, il y a de plus en plus de stablecoins sur le marché, ça veut dire qu'il y a des nouveaux capitaux qui rentrent sur le marché et pas juste les anciens qui sont recyclés. On voit un bottom sur le ratio Ethereum-Bitcoin, donc on est en plein dedans là. Les nouveaux altcoins innovants font leur breakout. Quand on sait qu'on rentre dans la phase 3, donc l'accélération, on est vraiment là, on est au bord, on est entre les deux actuellement. Ce qui va définir ça, c'est quand Bitcoin passe son plus haut connu. À ce moment-là, Ethereum surperforme largement Bitcoin. Ce qu'on appelle la dominance de Bitcoin baisse. Donc la dominance, c'est la part de marché que prend Bitcoin dans toutes les cryptos. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 54%, si je ne dis pas de bêtises. Quand on voit que cette dominance commence à baisser fortement, c'est le moment où les liquidités circulent de Bitcoin vers les autres crypto-monnaies. C'est ça la fontaine des liquidités. Et les altcoins avec des bons fondamentaux sont paraboliques. Et en fin de cycle, on arrive dans la saison des altcoins. C'est là où les choses deviennent verticales. C'est Bitcoin qui a trouvé son sommet et qui stabilise. La dominance qui s'effondre, donc on voit que tous les capitaux s'écoulent vers les autres cryptos. 75% du top 50 des crypto-monnaies surperforment Bitcoin. Et tout ce qui est petite crypto-monnaie, même sans valeur, est vertical. Donc là, c'est vraiment un signal. Quand tout le monde se dit qu'il faut acheter Dogecoin, c'est qu'on est en fin de cycle. Et la dernière phase, c'est l'éclat de la bulle. On a vu le sommet, là, on a des indicateurs qui peuvent nous montrer exactement quand on vient de passer le sommet. La smart money a fini de vendre. Les nouveaux arrivants sont encore en train de rentrer. BTC valide ce qu'on appelle un M top ou un dead cat bounce, c'est cette forme de M là. On distingue ça sur les sommets de cycle.
et les liquidités quittent le marché petit à petit. Donc ça, c'est comment on résume en fait en termes d'événements un cycle. OK? Sur le bas, donc là, c'est grosso modo ce qu'on verrait sur Bitcoin. On voit la même chose sur l'ensemble des altcoins. Donc là, c'est un graphique où on a exclu Bitcoin et Ethereum. Et on s'aperçoit que on distingue également les phases. En l'état actuel, on est encore loin du sommet qu'a connu l'ensemble des crypto-monnaies. Donc on est encore loin d'avoir connu une fin de cycle, on n'est pas encore dans l'accélération. Et une fois qu'on a passé ça seulement, on peut considérer rentrer dans la season. Donc on a encore du temps devant nous pour voir un cycle, trouver un sommet. Est-ce que vous avez des questions là? Est-ce qu'il y a des besoins auxquels je peux répondre? Ça va dans l'ensemble? Vous restez réveillé ou ça devient dur? Ça va? Vas-y. J'ai une question, tu parles de l'IA depuis tout à l'heure. Ouais. Tu penses vraiment que ChatGPT peut m'aider à investir dans la crypto? Non. Il va pas te dire quoi faire et s'il te dit des choses, ce sera appuyer sur ce qu'il va trouver sur Google et non. Le ChatGPT, ça s'appelle réussir en crypto aujourd'hui. Bon, on est là. On est au début de la banana zone. C'est-à-dire que c'est le moment où les choses deviennent stupides, ça devient parabolique et plus rien n'a de sens en termes de graphique de prix. Ça, c'est Raoul Pal qui dit ça. C'est un hedge fund américain qui est très investi dans les crypto-monnaies, qui a une vision très belle en crypto, en macro aussi. Pour résumer, voilà ce qu'il faut retenir. On est au début de la banana zone. Donc, gardez cette image en tête. La banana zone, c'est ça pour Bitcoin. Ok, là, c'est les derniers cycles, les 3 derniers cycles. Une fois qu'on a passé le plus haut connu, ça part en vrille, vertical. En l'état actuel, à droite, on est là. Donc vous avez compris que si on a quelque chose de similaire par rapport au dernier cycle en termes de projection, on peut aller assez haut, quoi. La banana zone, vas-y. L'ETF n'a aucun impact sur… Si, alors ce que fait un ETF, grosso modo, c'est qu'il ouvre une porte pour plus d'investisseurs particuliers. Donc c'est tous les investisseurs tradis qui font de la bourse actuellement, mais qui ont peur des cryptos, qui ont peur d'aller ouvrir un compte sur Binance. Ils passent par leur broker habituel et ils achètent un ETF qui vient suivre la valeur de Bitcoin. Ouais, donc en fait, c'est juste plus de liquidités qui arrivent dans le marché, ce qui permet d'aller chercher des grands prix, mais la volatilité reste la même, parce que la psychologie de masse, c'est la même. C'est grosso modo, dans la pièce aujourd'hui, il y a 20% de personnes qui ont acheté via Binance, il y en a 80 qui ont peur d'aller sur Binance, donc eux, ils vont acheter via eToro un indice, ce qui est une bêtise en soi, parce que du coup, tu ne détiens pas tes bitcoins, ok? Mais c'est grâce à eux qu'on va chercher des prix plus élevés. Et c'est sur eux qu'on va vendre nos sommets. Ça a un impact sur le prix, ça a un impact aussi sur ce qu'on appelle la décentralisation, parce que là, du coup, tu as BlackRock qui possède une grosse part du marché. Bon, actuellement, c'est 4%, ça va, mais ça sera plus derrière. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la sécurité de Bitcoin, de toute façon. C'est juste que c'est toujours un peu chiant quand il y a un actif qui est créé pour le peuple et puis c'est du coup les instituts qui viennent se l'approprier, quoi. C'est tout. Non. Pour Ethereum, oui. Pour Bitcoin, non. Parce que le protocole Bitcoin, il fait que peu importe la quantité que tu n'as pas d'impact sur le protocole. C'est la quantité de puissance que tu as sur le minage qui importe. Alors qu'Ethereum, c'est un modèle différent où si tu as une grande quantité d'Ethereum, tu as des droits de vote importants sur le protocole. Voilà. C'est pour ça que l'ETF Ethereum est plus risqué. C'est pour ça que c'est plus intéressant de garder que du Bitcoin dans le bear market et dans les cycles suivants. Est-ce que, parce que c'est génial tout ce que tu nous expliques et tout, je vois que c'est clairement un métier, une passion, quand tu passes tes journées dessus, mais pour une personne lambda, gérer 3 portefeuilles avec je ne sais pas combien d'actifs, ça peut être compliqué. Alors c'est compliqué si tu pars solo, c'est sûr. Ouais. Ouais. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de prendre une pocket de son argent et de se dire voilà, toutes les semaines ou tous les mois, je mets sur 3 genre Bitcoin, Ethereum, Solana. Exact. Et ne pas du tout regarder quand on est en haut, quand on est en bas, Ouais. mais juste continuer à investir toujours la même somme semaine après semaine. C'est le portfolio épargne. Donc oui, tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait le faire, sachant que Même à se retirer quand je suis tout en haut, bah, c'est pas grave, continue de reprendre. il faut juste que tu te dises qu'en sommet de cycle, quand ta coiffeuse t'en parle, tu vends Ethereum et Solana pour Bitcoin. Et tu gardes ça à long terme. Ça, c'est vraiment la gestion méga facile. Après, si tu veux faire les choses un peu plus optimales, tu as le Discord Réussir en crypto. Je te dis exactement toutes les semaines ce qui se passe, ce que je fais, mes portfolios. Si tu veux pas te prendre la tête, tu suis. Tu dirais que ça prend combien de temps à faire ça de suivre 2 heures par mois. Max. Max. En gros, tu as 2 à 5 minutes par semaine pour lire le résumé de mon report si tu veux pas tout lire. Et regarder un bout de la vidéo où je fais les altcoins chaque semaine. Et voir ce que je fais sur le Discord. Si tu as besoin, tu poses tes questions, on te répond. Et après, si tu as des mouvements à faire, bah, le mouvement, ça te prend 10 minutes, tu vois. T'as expliqué 3 portfolios sur la formation? Ouais. Les 3 que je te montrais avant, là.
Bonne question. Je dirais que ça dépend où est ta trésor aujourd'hui en fait. Si tu as besoin de te payer 30% de dividendes pour aller après acheter du crypto, autant l'investir tout de suite avec les bénéfices de ta boîte, tu vois. Tu fais ton profit et tu paies de l'IS, après tu te rembourses parce que ça fait 30% de moins que tu achètes maintenant, quoi. Tu vas interpeller sur un truc quand tu as dit que semaine cycle, BTH Solana, tu rebalances sur Bitcoin. Ouais. Du coup, tu repars sur Bitcoin en cycle haut et tu vas pas aller par exemple sur un USDT en attendant un bear. Pas sur cette partie de capital, je te montrerai à la fin pourquoi. Parce que grosso modo, Bitcoin perd de moins en moins à chaque cycle. Ouais. Et bear market prochain, il se pourrait que Bitcoin fasse que un moins 65%. Et j'ai pas envie de m'emmerder à timer ça. Je préfère avoir ce coussin psychologique et me dire si tout part en vrille, j'aimais Bitcoin. Je suis tranquille, tu vois. Du coup, Bitcoin pour toi, c'est un peu la plus sécurisée. Ouais. Justement, je comprends pas pourquoi. Ethereum a l'air d'être pareil. Pourquoi est-ce que Non. vraiment ah ouais. Ethereum n'est pas décentralisé comme Bitcoin. Dans le sens où c'est une entreprise qui l'émet, qui le contrôle. Donc demain, si Vitalik part en vrille, le fondateur, on ne sait pas ce qui peut arriver pour Ethereum. Okay. Après, en termes d'usage, c'est la plus grosse infrastructure sur laquelle construit le plus de projets aujourd'hui, donc c'est le plus solide. Donc en haut de sommet, on vend Ethereum Solana quand même pour profit de Bitcoin. Ouais, sur cette partie de capital. Après, sur tout ce qui est le reste des altcoins, je te montrerai à la fin, ça on sort sur du stablecoin. Vas-y. J'ai vu, il y avait une loi là, au 30 juin qui allait être appliquée. Pour les stablecoins sur Binance. Ouais, franchement, on va être impacté. Pour le moment, tu peux encore faire du trading spot vers USDT. Après, s'il n'y a pas USDT, c'est pas grave, tu bascules sur USDC. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a que USDC qui est tranquille parce qu'il est régulé, c'est Coinbase qui a sorti ce token. Tout le reste, Paxos s'est fait démonter par un régulateur anglais, celui qui avait le BUSD sur Binance et l'USDP. USDT se fait emmerder parce qu'il n'a jamais fait de preuve de réserve, c'est-à-dire qu'une crypto-monnaie, enfin un stablecoin, c'est une entreprise qui vient prendre des dollars, les met dans un coffre et émet un jeton en face qui est un actif stable qui garde une valeur de 1 $. Et en fait, on doit avoir des preuves de réserve dans ces boîtes-là qui nous démontrent qu'ils ont bien en back-end dans un coffre autant de dollars nécessaires qu'il en faut pour backer tous les dollars émis dans un stablecoin. Et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des dollars à des gens qui les prêtent, ils les placent sur les obligations, etc. Ils chopent un rendement et puis après, ils remboursent leur créancier comme ça. Et ils se font une marge. Excuse-moi, pardon. On peut acheter des choses avec des bitcoins. Enfin, il y a Ouais. Si on veut acheter une voiture, une maison, Ouais. avec ça, c'est possible. Alors, ça dépend du marchand, il faut juste qu'il l'accepte. Alors, ça, c'est une notion hyper importante que tu soulèves. Nous, on est dans un état où la monnaie, elle est encore stable, entre guillemets. Ça veut dire qu'on n'a pas conscience du besoin d'une monnaie, d'une devise qu'on ne peut pas manipuler et inflate, enfin créer de l'inflation. Demande aux pays d'Amérique latine, ils sont bien conscients de l'utilité d'un bitcoin. C'est pour ça que El Salvador et l'Argentine en ont fait une monnaie légale. Parce qu'ils ont des monnaies, ou le Venezuela, qui ont été démontées par l'inflation et leur banque centrale. Du coup, tu as même l'Argentine qui a fermé sa banque centrale, qui a dit « eux, c'est le diable, on met le bitcoin comme monnaie légale et du coup, tu peux tout acheter en bitcoin. Avec des frais minimes, tu peux payer 10 centimes avec ton BTC. » Et pour ton info, Benoît, en France, tu peux acheter un appartement en bitcoin et les notaires. En France, tu peux acheter un appartement en bitcoin et les notaires, ils te font passer l'acte sans problème. Tu peux demander à Nuno, il a fait la première transaction en France. Ouais. Nuno, il a fait la première en France. Ouais. Et tu peux le revendre ensuite en euros. Ouais. Ah ouais. T'achètes un Par contre, attention, t'achètes l'appart en bitcoin, tu as 30% de plus-value. Hein. Tout de suite, sur le prix que tu payes. Parce que c'est une transaction taxable. Tu as transformé du bitcoin en dollars pour acheter, enfin en euros pour acheter le bien. Par contre, il y a une alternative, on en parlera à la fin, mais les actifs tokenisés, ça va venir. Les actifs tokenisés, tu vas pouvoir acheter des parts immobilières qui sont sur la blockchain, sans avoir d'impôt au milieu. J'ai une question. Si jamais aujourd'hui tu n'avais pas de bitcoin, tu n'étais pas sur la crypto, Ouais. comment tu ferais? Est-ce que tu mettrais une somme d'argent assez importante, suivant ton épargne, et ensuite tous les mois, tu Ouais. avec un capital Exact. de départ assez important? Tu ne commencerais pas avec 100 € tous les mois maintenant, tu mettrais peut-être un petit enveloppe et ensuite. Ouais. Si t'as 10 millions, En fait, ça dépend de où tu te situes dans le cycle. En l'état actuel, c'est maintenant ou jamais. C'est où tu mets du cash maintenant ou tu attends 4 ans. Enfin, 3 ans. Tu mets ce que tu veux. À titre perso, je suis à 95% de patrimoine liquide dedans. 95% de mon patrimoine liquide, moi, il est en crypto. Maintenant, chacun gère son risque. C'est une diversification aussi. Je suis nouveau, par exemple, et que là, tu m'as séduit, je vais acheter crypto-monnaie. Là. C'est toi. Si tu veux acheter crypto-monnaie, il faut mettre ce que tu peux. mais du coup, là, il n'y a pas intérêt à étaler dans le temps. Alors, je vais te répondre. Si tu as du Il y a... la boîte, tu peux mettre dessus Ouais. et ta compta, elle dit rien. Tu peux, c'est un investissement.
Et en Ouais, les... mais les banques, elles ont du mal. Enfin, moi, quand j'ai appelé ma banque en disant je veux de l'argent. Mais il ne faut pas lui laisser le choix. Il ne faut pas lui laisser le choix à ta banque. Ah non, c'est pas possible. Oui, mais dans 6 mois, quand ils vont vendre un ETF sur Bitcoin, ils vont te dire « Ah, maintenant, madame, vous pouvez ». Il ne faut pas leur demander leur avis, en fait. Et alors, il y a plusieurs choses là qui sont passées. Tu mets la somme d'argent avec laquelle tu es confortable. Ok, il faut que psychologiquement, tu sois prêt. Tu mets l'argent, tu sais que c'est volatile, tu sais qu'il peut y avoir un black swan, que ça peut perdre 50%, qu'il faut que tu attendes quelques années avant de récupérer au moins ton capital. C'est le risque. Alors, en termes de timing, évidemment, si tu as une grosse somme, le mieux pour le mettre, c'est en bas de cycle. Maintenant, encore une fois, on est là pour le cycle en cours. Donc, c'est où tu rentres maintenant ou tu n'y vas pas. Ou alors tu y vas vraiment en DCA et tu sais que tu arrives trop tard, donc tu mets juste un petit peu chaque semaine, chaque mois, jusqu'au bas de cycle prochain, et ton capital, tu le gardes pour le bas de cycle prochain. Donc, fin 2026. OK? C'est tous les 4 ans le bottom. Non. Non, c'est un actif, c'est un investissement. C'est comme si tu achetais de l'or avec ta boîte. Tu es censé déclarer combien tu as investi, faire un report chaque mois de combien ça vaut. Enfin, Chris, il le fait, avec une société française, il pourra vous répondre. Si, tu peux créer un compte professionnel. Alors peut-être que ça a changé, mais en tout cas, il y a 2 ans, on pouvait. À tout moment, ça part. Après, c'est pas improbable qu'on fasse une petite correction à 53 000 avant de rebondir, mais à tout moment, ça part. Je reviens sur un truc, on-ramp des cryptos, passer de la banque à un exchange. Ok, je sais que les banques sont casse-pieds avec ça. Boursorama et Revolut m'ont jamais embêté pour envoyer l'argent vers les cryptos. Et maintenant, sur Revolut, vous pouvez directement acheter les cryptos sur l'application et les sortir de l'application vers votre ledger. Avant, on achetait un indice qui imitait le prix, donc c'était pas top. Maintenant, on achète la crypto en elle-même, on peut la retirer, donc problème résolu. C'est quoi Revolut. Que dalle. C'est une banque que j'utilise depuis 10 ans, j'ai jamais eu un problème. Et c'est toujours ouais, top. Alors, je n'utilise pas à titre perso, mais je sais que ça fonctionne bien pour les cryptos. Les autres sont plus compliqués. J'avance un peu et on fera des questions sur la fin, ok, histoire qu'on aille au bout du truc. Je vous parlais de la banana zone. Ça, c'est Ethereum, c'est la projection. Ok. Ethereum, sommet 2017. Quand on l'a passé, accélération. Sommet 2021, on n'y est pas encore. Les flèches bleues que vous voyez, c'est une méthode que j'utilise qui sont des cycles hebdomadaires. Donc là, on est en train de démarrer un nouveau cycle hebdo, donc ça fait probablement une belle parabole. Ça, c'est le scénario le plus probable. Sur les altcoins de qualité, on peut espérer faire un x10 à x20 d'ici, jusqu'au sommet, à la condition que le cycle soit assez long, c'est-à-dire qu'il aille faire ce qu'il a fait au dernier cycle, qu'il aille bien dans 2025. Si le cycle va bien dans la seconde moitié de 2025, on devrait voir ça. Ça, je vous rappelle, c'est tous les crypto-monnaies sauf Bitcoin et Ethereum. C'est leur market cap total. Vous avez vu, c'est comme Ether, sommet 2017, bear market, accumulation, relance. Bitcoin passe son plus haut connu ici. Accélération, saison des altcoins. Et on a même eu une deuxième poussée dans le cycle dernier. En l'état actuel, bear market, accumulation, relance. Bitcoin n'a pas encore passé le plus haut connu. Donc il y a une grosse marge de manœuvre à aller chercher. Donc les altcoins de qualité, c'est ceux qui étaient dans le portfolio principal. Je vous les relisterai. Ça, c'est un exemple, c'est Dogecoin le dernier cycle. Dogecoin le dernier cycle, comme toutes les crypto-monnaies de qualité, première poussée, moins 50, moins 60%, réaccumulation, x20. Et ça, c'est ce qu'on peut espérer voir sur tous les alts de qualité aujourd'hui, si le cycle, encore une fois, va assez loin. Et ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc ça, c'est les multiples que j'ai fait au dernier cycle pour vous donner des exemples. Là, c'était un peu plus simple. Grosso modo, moi, j'ai acheté tout en bas, bottom de cycle, VeChain et Cardano comme exemple ici. Donc là, c'est Cardano. x75 jusqu'au sommet. Évidemment, on n'a pas revendu le sommet. Mais mon Cardano, en cours de route, à x50, je l'ai revendu pour Solana qui a fait encore x5. Donc en gros, il a fait un x256 sur cette part de capital où je suis ressorti à 30% du sommet. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, VeChain, rentré tout en bas, x79 jusqu'au sommet. Donc lui, je l'ai revendu à part entière dans cette tranche-là, quoi. Donc voilà ce qui est faisable sur les altcoins de qualité sur un cycle entier. Et je vous parlais de la zone actuelle où on se situe, on est là. On est vraiment là-dedans, là, sur les alts. Donc voilà ce qui est théoriquement possible. Un cycle haussier, c'est long et il y a des corrections tout au long du cycle. Soyez pas surpris, de manière très fréquente, Bitcoin fait des moins 40% dans la montée. Ok ? Et c'est là qu'il faut avoir vraiment les nerfs solides et comprendre où on est dans le cycle. Sinon, on se fait bouffer. Ce qui se passe pour la plupart des gens qui démarrent, c'est qu'ils
Ils rentrent ici, ils vendent là. 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 OK? À très court terme, à quoi s'attendre? Là, maintenant, tout de suite. Alors, ça, c'est une méthode que j'utilise qui s'appelle les cycles. C'est Bob Lucas, un OG des marchés tradis américain qui a mis sa méthode des marches traditionnelles sur les crypto-monnaies. Il a identifié les cycles de 4 ans, il a identifié des cycles qu'on appelle weekly, donc c'est plusieurs semaines, et des cycles daily, où on a environ 60 jours. Donc ça fait des petites poussées, vous voyez. Les flèches bleues, c'est les cycles weekly, les flèches vertes, entre-temps, c'est les cycles daily. Bon, en gros, on a démarré un cycle weekly probablement ici, soit là, soit on va le voir prochainement. À très court terme, vu qu'on consolidait sur le haut, on peut envisager que ça repart tout de suite. L'alternative, c'est on continue de consolider. On peut revenir jusqu'à notre support autour des 52-53 000 $ pour Bitcoin avant enfin de percer à la hausse. C'est les deux scénarios les plus probables à court terme. Alors, rentrons dans le technique. Là, je vais vous montrer deux graphiques. Ça, c'est vraiment ma matière grise, on va dire. Donc, il y a le code couleur des phases du cycle, OK? Et là, je viens appliquer, en fait, sur le cycle, je vais étudier tous les indicateurs dans mes 7 méthodes d'analyse. Je vais en montrer deux. L'analyse on-chain et l'analyse psychologique. Alors, je ne vais pas cliquer pour vous montrer les graphiques, mais tout ça, c'est les indicateurs que je vais voir sur des sites sur lesquels on paye des abonnements. Donc moi, je suis à peu près à 1 000 $ par mois d'abonnement quand je compile tous les indicateurs. Et tous mes indicateurs, suivant où ils se situent, je vais être capable de déterminer dans quelle phase je me trouve. Et le fait de faire ça sur cette méthode, je viens confirmer en fait, je m'assure qu'il n'y a aucune pierre qui ne soit pas retournée. Je viens confirmer qu'on est bien dans cette phase du cycle. Et ça, personne ne le fait. En l'état actuel, tout ce qu'on voit, c'est que les investisseurs expérimentés sont en train d'accumuler encore pendant que les nouveaux ne sont pas encore là. Grosso modo, dans tout ce qui est on-chain, l'élément important à comprendre aujourd'hui, c'est ça. Et tous les indicateurs ici, alors ça, c'est les indicateurs bornés. Grosso modo, vous avez un graphique avec un ratio. Dans le bas du ratio, il y a une bande rouge, une bande verte, pardon, c'est la phase d'accumulation où il faut rentrer. Dans le haut, c'est une bande rouge, c'est la phase de distribution où il faut sortir. Tous ces indicateurs montrent qu'on est en plein milieu. Donc c'est pour ça que j'ai pas tout ça là, c'est pas encore dans les phases de sommet. Donc vous voyez qu'en fin de cycle, on va avoir tout ça juste dans l'analyse on-chain pour nous dire attention, il faut sortir. Première phase, j'achète Bitcoin. Deuxième phase, je commence à diversifier. Accélération, je peux commencer à prendre des profits. Alt season, je sors. Fin de cycle, éclat de la bulle, je finis de tout vendre quand j'ai ces indicateurs là qui apparaissent. Même chose sur la psychologie. Alors la psychologie, c'est pareil, c'est deux indicateurs, donc on va savoir exactement où on se situe. En l'état actuel, le marché est dans l'optimisme, on le voit par des indicateurs spécifiques. Ce qu'on entend dire, c'est que la relance est possible, ou alors ça y est, c'est le bull run. Les expérimentés rachètent actuellement. Les nouveaux nous disent « Ah, t'as vu Bitcoin, c'est bien monté ». Google Trend nous dit que le volume de recherche sur Bitcoin est en relance. Sur les réseaux sociaux, il y a peu d'activité. Alors, on voit en bas, ça c'est un indicateur bien parlant. Là, c'est le nombre de nouveaux abonnés quotidiens sur les chaînes YouTube crypto. Première phase de 2021, il n'y a personne. Alt season, tout le monde arrive. Bear market, tout le monde repart. Personne pendant tout le début de cycle. Un petit peu d'intérêt sur le plus haut connu. Il n'y a déjà plus personne. Ce qui veut dire que tout le monde va revenir en sommet de cycle. Il n'y a pas encore le retail aujourd'hui. On est encore en avance. Il y a du scepticisme encore un petit peu sur Twitter et les médias sont silencieux. On est là-dedans. Voilà, on ne peut pas se tromper, on est là-dedans. Bon, une fois qu'on a... Oui, oui. En fait, si tu veux, tout ça, je l'enseigne si tu veux le maîtriser. Sinon, je le fais pour toi. Ça, c'est le résumé d'un rapport que je fais chaque semaine. Okay, c'est un rapport qui est long, qui est bien complet pour celui qui veut maîtriser plein de choses. S'il ne veut pas s'emmerder, il prend 2 minutes, il lit ça, et il a tout ce qu'il faut savoir. Okay, je te parlais de 2 minutes par semaine, c'est ça. 2 minutes par semaine, pour toi. Nous, on y passe 1 jour et demi par semaine. Vous n'avez pas un conseiller, on donne l'argent Non, ça on fait pas. Ça on fait pas pour plein de raisons. D'une part, il faut être PSAN. Deuxième part, c'est beaucoup de stress et de pression, parce que la sécu en crypto, ça rigole pas. C'est-à-dire que quand il faut commencer à avoir des centaines de millions que tu sécurises toi, je t'assure que tu dors pas bien la nuit.
Bon, pour résumer, ça c'est ma méthode à moi, c'est ce que j'ai construit au fil du temps. Moi, je pars du principe qu'il faut tout couvrir pour savoir ce qui se passe. Donc là, chaque semaine, je résume dans chaque méthode d'analyse ce que je vois. Ça, c'est ce qu'il faut retenir sur l'analyse de la semaine. Et du coup, une fois que vous avez ça, je vous dis exactement ce que je fais à titre perso. Bon, du coup, comment choisir des altcoins? Parce que là, vous avez toute la matière pour savoir comment s'en fait un cycle. Vous avez compris pourquoi, j'espère. Un altcoin, c'est toute autre crypto-monnaie que Bitcoin. C'est ce qu'on appelle un coin alternatif, altcoin. Et maintenant, il y avait Ethereum à l'origine dans cette catégorie. On l'a sorti maintenant parce qu'il est bien trop gros. Bon, là, il y a quelques règles. Je vous ai résumé des principes fondamentaux sur la diversification. Premier, c'est qu'en gros, l'unique raison d'acheter autre chose que Bitcoin, c'est de faire mieux que Bitcoin. Sinon, quel intérêt? Autant rester dans Bitcoin. OK? Parce que Bitcoin, aujourd'hui, c'est censé être votre réserve de valeur et votre unité de compte. Si vous comptez votre fortune en Bitcoin aujourd'hui, votre pouvoir d'achat, il augmente. Si vous comptez votre fortune en dollars, votre pouvoir d'achat, il diminue. Donc, le but, c'est d'en faire une réserve de valeur et de pouvoir en avoir le plus possible, en accumuler le plus possible au fil du temps. Donc, dans un cycle, on accumule les Bitcoins. En bas de cycle, on diversifie. En haut de cycle, la portion de capital qu'on a mis dans les altcoins a fait un multiple plus grand que Bitcoin. Du coup, on peut racheter plus de Bitcoin avec ce bout de capital en sommet de cycle. OK? Deuxième principe, 99% des cryptos sont des scams. 99%. Toutes les minutes, ils sortent 3 tokens. OK? Donc, tous les mêmes coins, entre guillemets, les catégories où on met le nom d'une star ou quoi qui sort actuellement, attention. On investit dans des projets qui répondent à un besoin majeur. Un projet crypto, c'est une start-up. Ça, Nathan est bien placé pour vous l'expliquer. Un projet crypto, c'est une entreprise qui vient répondre à un besoin du monde réel. Okay? Donc, on investit dans les fondamentaux de cette boîte. Plus le projet est petit, plus la volatilité est énorme, plus le risque est élevé, évidemment. Parce qu'il est encore méconnu et pas assez adopté. Le prix, c'est la conséquence de l'offre et de la demande, vous l'avez bien compris. Et dans les facteurs qu'on va surveiller, il y a l'expérience de l'équipe, il y a les partenaires, il y a les données économiques du jeton, etc. Et enfin, une communauté engagée, c'est une communauté qui grandit et c'est un actif qui gagne en valeur. Donc, je vous rappelle qu'une crypto-monnaie, sa valeur, c'est proportionnel à son adoption parce qu'ils ont besoin d'acheter le token. Donc, je vous disais, il y a une espèce de rotation en fait, que vous devez faire en tant qu'investisseur, c'est toujours de se dire BTC, c'est ma réserve de valeur. Tout le reste, c'est de la spéculation. Même si c'est fondamentalement solide, même si c'est des boîtes qui répondent à des besoins, même si elles grossissent, ça, c'est valable sur un bull market. En bull market, on liquide tout ça, on rachète du BTC et des stablecoins, et au cycle suivant, on achète autre chose. Un truc très important à savoir, c'est que si vous regardez le sommet de 2017, le top 30 au sommet, il n'y en a aucun qui a fait un nouveau sommet en 2021. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a été plus haut en 2021 par rapport à son sommet de 2017. Donc, ce qui est nouveau brille plus et plus intéressant en termes de spéculation. Quand on choisit une crypto-monnaie, on va d'abord regarder le narratif. À chaque cycle, il y a des tendances, il y a des domaines qui sont mis en avant et sur lesquels il vaut mieux investir. Actuellement, c'est l'intelligence artificielle, la tokenisation, les mêmes coins, principalement. Et ce qu'on appelle DePIN, ça veut dire des infrastructures décentralisées, par exemple un réseau d'antennes Wi-Fi décentralisé. Une fois qu'on a déterminé les narratifs, on va regarder tous les projets dans ces narratifs et on va les scanner par valeur ajoutée, capacité de croissance, adoption, données économiques et la hype. Grosso modo, est-ce que c'est un projet qui est en tendance? Et c'est seulement après avoir mené une analyse fondamentale complète qu'on est capable de savoir si oui ou non ce projet est intéressant. Et le problème, c'est que c'est tellement long à faire que personne ne le fait. Les gens écoutent ce qu'ils disent sur YouTube, putain, il a parlé de Dogecoin, j'y vais. Et ça, c'est une connerie. Parce que si on fait vraiment les choses à fond, ça, nous, on le fait pour les membres, évidemment, parce qu'on sait que les gens n'ont pas le temps de le faire. Donc, dans Réussir Crypto, on a Ben qui en fait 5 par semaine. On va regarder. Tu peux le faire? Merci. Là, c'est grosso modo un exemple de détail. Pourquoi on s'intéresse à un projet? Alors, le projet en soi, on regarde le marché, la solution qu'il amène, la techno. Est-ce que tout ça, c'est solide? On regarde les données économiques du jeton, parce qu'une crypto-monnaie, elle émet une crypto, enfin, un projet émet une crypto. Et puis après, il y a plein de données qui font que c'est valable ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation à venir? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui détiennent toutes les cryptos et ils peuvent nous vendre dessus? Ensuite, on va regarder la capacité de croissance. Est-ce que l'équipe est expérimentée et solide? Est-ce qu'il y a des gros partenaires, un bon marketing, des bons investisseurs? Quatrième pilier, on va regarder l'adoption. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adresses actives? Et une fois qu'on a tout ça, on va regarder la hype. Est-ce que c'est le projet duquel on parle actuellement? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel qui soit vraiment mis sur le devant de la scène? Parce que c'est vraiment ça qui fait la poussée sur un prix. Et une fois seulement qu'on a fait tout ça, on émet une note et on pondère. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir si c'est un grade A, comme la Jupiter en exemple, où on peut investir en principal, ou si ce n'est pas aussi intéressant.
Et si on veut faire les choses vraiment bien, il faut faire ça. Donc je sais que c'est long, c'est pour ça qu'on le fait pour vous. Je vais vous montrer des exemples. Une fois qu'on a déterminé, donc on arrive bientôt en fin de presse, pour vous dire. Une fois qu'on a déterminé quels actifs sont solides, on veut savoir quand les acheter évidemment. Le mieux c'est le début de cycle, sauf qu'il y a beaucoup de volatilité et là on va se servir de la méthode des traders, l'analyse technique pour savoir quel est le moment optimal pour rentrer. Je vous montre Solana. Ça c'est le début de vie de Solana en avril de 2020. Ce qui est dur avec un actif, c'est quand il vient de sortir, on ne le connaît pas, on ne sait pas si vraiment il est viable ou pas. Du coup, c'est dur de l'acheter là et d'aller surfer ça. Bon, nous on a su le faire sur des projets comme Jupiter ou Hondo par exemple jusqu'ici. Mais ça, c'est dur à aller choper. Du coup, on va attendre une première correction. Et là, on va viser une zone qu'on appelle la zone de rechargement, autrement la zone d'achat. Grosso modo, on trace un outil d'ici à ici. On voit en pourcentage de combien on a retracé ce mouvement. Et on sait qu'à partir de 61%, c'est le bon moment de l'acheter. Dans cette zone-là, on va regarder si le prix consolide correctement et si d'autres indicateurs nous montrent que ça se relance. Et on sait qu'on peut rentrer. Si on était rentré là sur Solana, devinez combien on aurait fait au sommet de cycle. Balancer des spéculations en multiples. Si tu rentrais là, sur Solana, à 1 $, à 1 $. Il est à 150 là. 160. Il est à 150. Ok. Bon, on n'aura pas ça sur toutes les cryptos. C'est bon, je vous ai réveillé? Ok. Vous voyez, la montagne russe là? Vous voyez la secousse psychologique là, à court terme? Est-ce qu'on la voit là? Court terme, long terme. Ok? Court terme, long terme, on la voit même plus. Sur Solana, moi j'ai acheté à 30 $. Et j'ai revendu quand j'avais fait x5. Ouais. Et j'avais fait x50 avant sur Cardano que j'avais vendu pour Solana. Donc x256. Donc, voilà l'importance de dézoomer en crypto-monnaie. À court terme, vos traders vous manipulent, vos influenceurs YouTube. À long terme, vous maîtrisez. Et ça, si vous avez les on-chain, vous êtes capable de sortir là-dedans et d'acheter là. Bon, des exemples. Parce qu'on est gentil, on vous en donne. Des exemples pour maintenant, tout de suite. Là. Jupiter, échange décentralisé numéro 1 aujourd'hui. Il est passé devant Uniswap qui était le numéro 1 pendant quelques temps. C'est le numéro 1 sur Solana. Alors oui, il y a une grande partie du volume qui est dédié au meme coin, qui est une catégorie un peu degen, mais c'est là où la masse arrive. Et nous, on veut toujours être en avance par rapport à la masse. 10% de ton capital maximum. Sur Kraken, tu l'as. Kraken, c'est l'exchange. Alors, tout le monde va me demander, Kraken, c'est l'exchange le plus sécure. Kraken. OK. Une règle importante dans votre capital, maximum, max, 10% de votre capital dans un actif. Max. OK. Bitensor, projet numéro 1 en IA. Ouais, Bitensor, c'est le projet qui est le plus gros en IA à ce jour, 3 milliards de valo, donc c'est gros. Mais si vous regardez les tops de 2021, Cardano est monté à 95 milliards et Solana 75 milliards, Dogecoin 95 milliards. Donc le projet numéro 1 dans le narratif numéro 1, ça devrait aller à au moins 50-60 quoi. Petit bémol, il y a de l'inflation sur Bitensor. Grosso modo, Bitensor, c'est une boîte qui permet de façon décentralisée donc, à n'importe quel expert de venir donner sa touche sur créer un modèle d'IA. Par exemple, tu veux créer une IA qui soit la meilleure pour trouver les bonnes affaires en immobilier en France, et ben, tu as 100 agents immobiliers qui vont venir se concerter, plus un architecte, plus un marchand de biens de la région, etc., pour déterminer les critères pour créer cette IA qui va être la plus performante pour aller trouver la bonne OP. Ça sert à ça, Bitensor. Okay, ce qu'on ne pourrait pas faire avec une seule boîte qui n'aurait peut-être pas les ressources pour avoir les expertises nécessaires. Et Fetch, c'est des robots, des agents autonomes. Grosso modo, c'est un robot, donc c'est une petite IA que tu vas vouloir créer pour un besoin spécifique. Cette IA, tu vas la monétiser. Donc tu vas aller la louer à n'importe qui va l'utiliser pour ses propres besoins. OK? Quand vous avez un doute pour savoir où acheter une crypto-monnaie, vous allez sur coinmarketcap.com, tapez le nom de crypto, onglet marché, coinmarketcap.com. C'est pour avoir toutes les infos sur une crypto. Pour avoir toutes les informations sur une crypto-monnaie. Il connaît?
Bon, là-dessus, vous allez dans l'onglet, par exemple, vous tapez Jupiter, vous avez la crypto-monnaie, vous allez dans l'onglet marché. Ça vous dit partout où vous pouvez acheter cette crypto. OK? Petit conseil pour les altcoins degen. Tout ce qui est altcoin principal, ça va dans Ledger. OK? On sécurise ça dans Ledger parce qu'on a beaucoup d'argent dedans. Tout ce qui est altcoin degen, à la limite, on peut se permettre de les laisser sur les exchanges parce qu'on veut mettre des ordres de revente automatiques pour récupérer le capital de départ, ce qui est difficile à faire en échange décentralisé. Donc, il y a KuCoin et Gate.io qui sont les deux exchanges sur lesquels vous allez trouver le plus des petits altcoins degen. Autre chose pour Bitensor, important. Bitensor, il a sa propre blockchain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le retirer sur son ledger en tant que tel. Il y a un portefeuille spécifique, ce n'est pas ce que je vous conseille. Ce que je ferai à votre place, c'est ce que je fais à titre perso. Depuis l'application Ledger Live, j'ai mon compte Ethereum dans lequel j'ai des Ethereum ou des USDC. Je vais aller les convertir, non pas en Tao, qui est le ticker du token à l'origine, mais en WTAO. C'est des tokens Bitensor qui ont été mis dans un contrat Ethereum pour qu'on puisse en faire un jeton sur le réseau Ethereum et le détenir dans un ledger sur le réseau Ethereum. C'est comme ça que moi je les sécurise. Et toi, tu fais tous tes mouvements après depuis Ledger ou des fois tu reconvertis? Ça dépend. Ça dépend des frais de réseau à l'instant T, parce que quand il y a beaucoup de monde, les frais sont chers sur Ethereum. Ça dépend aussi si la crypto est sur mon ledger ou pas, quoi. Parce qu'il y en a que j'ai sur un wallet fantôme, il y en a que j'ai sur des exchanges, il y en a que j'ai en multisig que je ne touche pas. OK? On arrive en fin de presse. Un dernier point, recycler ses gains. Alors, ça c'est ma strat à titre personnel. À titre perso, ce cycle prochain, je garde 20 à 40% de mon capital en Bitcoin, quoi qu'il se passe. Pourquoi? Je vous l'ai dit, à chaque cycle, Bitcoin perd de moins en moins. 93, 85, 83, 76%. Est-ce qu'on sera à 70, 65 au prochain? Je n'ai même pas envie de timer ça. Je vois plus long terme. Je vais faire comme des grands comme Michael Saylor ou etc. qui ont des milliards en BTC et qui ne les revendent jamais. Et je vais m'en servir comme hypothèque pour emprunter en face et cash out avec de la dette sans être imposable dessus. Je vous en reparlerai. La moitié de ce qui reste, je vais faire 50-50. La moitié en stablecoin, donc sur du dollar pour racheter Bitcoin en bas de cycle. Je peux aussi avoir ce qu'on appelle du Pax Gold. C'est un stablecoin qui suit la valeur de l'or. L'or est dans un cycle haussier de 6 ans. On est censé le voir autour de 5500 $ dans les années qui viennent d'après Bob Lucas. Ça peut être une diversification intéressante. Sinon, je peux aller acheter avec cette portion des actifs dits tokenisés. Donc je reste sur la blockchain et je vais acheter des parts d'immobilier, des parts d'art, des parts d'entreprise sous forme de token. Donc je vais toucher un rendement parce que je détiens ce token. Après, il y a une moitié de ce qui me reste que je sors de la blockchain. Ça sort des cryptos. Et là, je réalise mes rêves. J'achète les villas qui me font rêver à Bali. Ça, c'est deux que j'ai acheté avec mes plus-values au cycle dernier. J'achète des beaux terrains en freehold à Uluwatu. J'achète des trucs qui me font vraiment rêver et je diversifie. Alors, forcément, la question qui revient tout le temps, c'est oui, mais si tu sors, tu as les impôts, etc. Bon, en Indonésie, l'impôt, c'est 0,21%. Non, bah en fait, il faut y passer 6 mois de l'année, avoir des intérêts économiques là-bas, et voilà, quoi, comme partout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions. Donc, on va y répondre. Merci. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez eu pour votre temps.